Conseils, parcours atypiques, retours d'expérience, personnalités inspirantes. Autant de sujets que de profils d'invités. Ça dit quoi? Un podcast pour des étudiants, par des étudiants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dit quoi? Aujourd'hui, nous répondons à une question cruciale pour tous ceux qui entrent sur le marché du travail ou ceux qui y sont déjà. Comment faire la différence face à un recruteur? Entre la recherche d'offres, la rédaction du CV, la préparation de l'entretien et la gestion du stress le jour J, chaque étape compte pour maximiser ses chances. Alors, comment structurer efficacement sa recherche d'emploi et mettre toutes les chances de son côté en entretien? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités expertes en ressources humaines. Notre première invitée s'appelle Amandine. Elle a été responsable des ressources humaines pendant plus de 8 ans. Et aujourd'hui, elle est référente des ressources humaines au sein de l'ESEMA. Bonjour. Bonjour. Notre seconde invitée, Victoria, alumni ESEMA, diplômée d'un master ressources humaines en 2024. Elle est aujourd'hui chargée de fidélisation et administration des RH. Enchantée. Bonjour. Alors, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, on va faire un petit brise-glace. Donc, on va poser une petite question. Donc, c'est l'anecdote du track. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager vraiment un moment où vous avez été très stressé, vous avez beaucoup de track, et comment est-ce que vous avez fait pour le gérer et qu'est-ce que ça vous a déclenché? Je commence? Allez. J'avais 13 ou 14 ans. Je devais passer en exposé en cours de latin au collège. Et j'étais une grande timide. Donc vraiment, la prise de parole en public, pour moi, ça me rendait malade. Et avant de passer devant la classe, donc c'était une petite prise de parole en public, avant de passer devant tout le monde, ma prof me dit, imagine, en face de toi, toutes les personnes à qui tu t'adresses, elles ont comme toi porté des couches culottes. Et du coup, à ce moment-là, j'en ai ri en me disant comment elle peut me dire ça. C'est hyper gênant. Et à la fois, à ce même moment, je me dis, oui, en fait, on se met la pression parce qu'on se dit que l'autre est meilleur, l'autre est différent. Et c'est ça qui vient créer toujours cette forme de stress. Et là, c'est comme si j'avais mis tout le monde au même niveau et en les voyant pour de vrai, presque en couche culotte sur les premiers échanges. Donc, c'était très, très hilarant. Mais ça m'a permis, en tout cas, d'engager la conversation et de dépasser mon stress. Et maintenant, quand je suis confrontée à des moments un petit peu stressants où je sens que j'ai le cœur qui palpite et que la respiration ne suffit pas pour redescendre, je revois la personne en couche culotte et ça marche. Voilà. Je vais y penser. Oui, souvent aussi, on dit d'imaginer les gens en face de nous sur les toilettes. Oui. Que des choses un peu humiliantes, en fait, qui font qu'on se sente tout de suite plus à l'aise, en fait. Ouais, ou peut-être que finalement, tout le monde fait, et du coup, ça remet tout le monde sur un pied d'égalité, quoi. Exactement. Ok. Et pour ma part, donc ça s'est passé là il y a quelques mois quand j'étais dans ma période d'intégration de ma nouvelle entreprise. Ils m'ont demandé de présenter l'entreprise au CODIR. Donc j'étais prévenue, j'avais préparé. Et puis quand je suis arrivée, finalement, ils m'ont demandé de présenter l'entreprise comme si c'était des probables clients. Donc l'exercice n'est pas tout à fait le même et disons que je suis quelqu'un de assez vite stressé et donc si c'est pas préparé, en tout cas pas comme c'était prévu, sur le moment je me suis pas sentie très très bien, mais je me suis dit dans tous les cas je suis là, j'ai pas le choix, j'ai préparé malgré tout ce que je savais faire, donc tu vas te débrouiller et puis ça va le faire. Et du coup je me suis prise au jeu en fait. J'ai fait vraiment comme si c'était vraiment des clients et au final ça a fonctionné et je me suis plutôt bien débrouillée. Donc le conseil c'est vraiment tu prends toutes les connaissances que tu as, faut prendre confiance en soi même si c'est pas toujours facile et finalement on s'en sort toujours en général mieux que ce qu'on pensait. Donc voilà, pas avoir trop peur finalement de quelque chose qui n'était pas forcément comme on l'attendait. Puis souvent, c'est plus de peur que de mal au final. C'est ça. Ça se passe bien. Quand on doit le faire, on doit le faire. Donc,
Écoutez, merci pour ces petites anecdotes. Peut-être pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur vous quand même, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours pour qu'on sache sur quoi vous avez un petit peu plus d'expertise et sur quoi vous allez nous aider aujourd'hui? Oui. Alors, pour faire de façon assez réduite, parce que quand même... Alors, je suis aussi une alumni SMA, une des premières promo RH diplômée 2009. Et moi, la porte d'entrée de ma carrière a été le recrutement, donc spécialisée dans le monde de l'ingénierie. J'ai donc fait mon alternance avec les SMA. Ensuite, je suis partie à l'international, puisque j'ai travaillé plusieurs années à l'international, en VIE et ensuite en contrat classique. Toujours sur la sphère recrutement, mais avec aussi une double casquette sur du RH généraliste, mais plutôt RH France juridique, puisque c'était mon premier diplôme, ma première compétence technique, et puis vraiment un sujet que j'adore le droit du travail. Donc voilà, cette carrière, elle a continué dans différentes entreprises, donc sur un poste RH plutôt généraliste à l'étranger, avec cette double casquette, donc toujours le recrutement de ces fameux profils rares qu'on ne trouve pas, hein. C'est souvent ce sur quoi on est sollicité, et à la fois du technique sur de la partie pure RH en France. Et puis, une parenthèse perso, voilà, où j'ai eu envie de découvrir autre chose. J'ai eu envie d'un projet de famille pour ensuite revenir à mes premiers amours, donc en 2016, où là, je me lance toute seule parce que mon salariat, la date de péremption de mon poste RH en tant que salarié était arrivée à son terme. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de travailler pour moi. Et puis, la RH, quand même, me plaisait. Voilà. Ce qui m'avait fait quitter la RH à un moment donné n'était pas les bonnes raisons. Donc, je reviens dans ces premiers amours, mais cette fois-ci pour moi en tant que consultante. Donc, à la fois conseil sur du B2B, plutôt avec des entreprises qui me sollicitent sur de la stratégie. Et puis, je découvre le monde de la formation. Voilà, pour la petite anecdote, sans y être du tout préparée. Et par contre, c'est une vraie révélation pour moi professionnelle. C'est cette opportunité qui fait que je quitte plus ma salle de cours, quoi. Clairement, et ça fait 6 ans aujourd'hui. Je fais de la formation, principalement de la formation pour les SMA. Voilà, sur des thématiques, donc sans grande surprise, autour du recrutement, des RH, du droit du travail, mais aussi du leadership, etc., etc. Voilà. Merci. Et pour ma part, donc j'ai fait 3 ans d'alternance dans un cabinet de conseil pour les industries de la santé, où j'intervenais sur les thématiques de recrutement, de communication interne et gestion administrative du personnel. Et là, depuis septembre, j'interviens sur le recrutement, la communication interne et des projets de fidélisation pour les collaborateurs auprès d'un cabinet de conseil et de recrutement dans le secteur des énergies renouvelables. D'accord. Et Amandine a été ton intervenante également en cours. Exactement. Pendant 3 ans. Ouais, depuis mon arrivée à l'ESMA. Et aujourd'hui, c'est nous. C'est ça. C'est à notre tour maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, pour introduire un petit peu cette idée de recherche d'emploi, de mettre un pied dans le monde, dans le dur marché du travail, je rebondis sur ce qu'Amandine, tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de profils rares ou à trouver. Donc, la première question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, en 2025, sur le marché de l'emploi, qu'est-ce que le recruteur cherche? Quelles sont les compétences clés aujourd'hui à avoir que l'employeur recherche? Je commence, tu commences? Ouais. Alors en théorie, il y a des choses qui ressortent. On parle aujourd'hui de ces fameuses 4C dans les 4 compétences que le recruteur va chercher, qui sont toutes du soft skills. Déjà, avant forcément de parler de ces fameuses 4C, communication, coopération, créativité, critical thinking, c'est vraiment ce qu'on attend. C'est déjà de dire qu'on n'est plus dans un recrutement où on vient chercher la compétence technique. Ça peut arriver. Quand on sait qu'elle est rare, du coup, on a d'autres approches en tant que recruteur
Et c'est pas le cœur de notre sujet. C'est pas le cœur de notre travail en tant que recruteur. On vient vraiment chercher du soft skills. On veut plutôt s'entourer de personnes qui sont calibrées, qui ont des compétences comportementales et un champ de soft skills qui va matcher avec notre entreprise. Et puis, on pourra venir pallier s'il manque une partie technique par de la formation. Donc, on va plutôt faire un focus sur vraiment le profil, la personne qui va correspondre à mon besoin et à mon entreprise. Je dis ça parce que le recrutement, c'est pas dire tu es mieux que l'autre. Je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de dire que tu es la personne la plus adaptée aux besoins de mon entreprise. Donc, c'est déjà un peu cette nouvelle tendance qui fait qu'on n'a pas du tout les mêmes approches de recrutement, on n'a pas du tout les mêmes grilles de lecture, les mêmes outils d'évaluation. Et voilà ce que j'ai comme recul, donc c'est d'être vraiment focus sur ce qu'on appelle le soft skills et qui rend aussi toute la difficulté. C'est comment je me positionne, qui je suis, comment je les mets en avant, comment déjà je connais exactement quelles sont mes compétences comportementales dont a besoin l'entreprise. Moi, recruteur, comment est-ce que je vais réellement les évaluer ? Enfin, c'est le fruit quand même de subjectivité terrible. D'ailleurs, on n'est jamais sûr, hein, donc on va additionner les possibilités, les outils pour essayer d'avoir une tendance à, mais c'est pas théorique, hein, c'est pas parce que je vous dis que je suis dynamique que je le suis. Ok, donc il va vraiment falloir accepter l'imperfection, alors qu'aujourd'hui c'est au cœur de tout. C'est qu'aujourd'hui le recruteur il veut s'entourer d'équipes, des personnes qui ont un QE plus important qu'un QI, excusez-moi du terme, mais un quotient émotionnel ou en termes de management, d'intégration, de fidélisation, d'accompagnement, c'est plus simple que purement ça match sur de la compétence technique, sur un diplôme, sur une école. Et derrière, en termes de management, ça ne matche pas du tout et là, c'est trop compliqué. Donc, on est dans l'apprentissage de cette nouvelle forme de recrutement. Côté candidat, et c'est pour ça qu'il y a autant de questions aujourd'hui, et pour ça qu'il y a autant d'incompréhension et d'incertitude. Enfin, parfois, pourquoi ça ne l'a pas fait ? Mon CV, il colle à l'annonce. Pourquoi ça ne le fait pas ? Donc, c'est beaucoup plus subtil. Et pareil pour le recruteur. Le recruteur, il a besoin aussi de sortir de ses vieilles connaissances, de ses vieilles croyances. J'ai un scoring, je fais des croix d'évaluation technique et à peu près, on est bon, on va choisir celui-ci. Non, pas du tout. Mais il ne peut pas non plus se baser que sur son intuition. Donc, il va aller travailler avec plusieurs outils de lecture pour, en tout cas, trouver la personne, donc le profil vraiment qui correspond le mieux à l'entreprise. Oui, je suis plutôt très d'accord avec Amandine. Je pense aujourd'hui quand on est recruteur, on recrute pour une entreprise, mais pour une équipe. Et l'objectif, c'est que ça le fasse avec les différents membres de l'entreprise, avec la culture d'entreprise, avec les valeurs qui y sont associées. Et donc, lors des échanges, lors des entretiens, on va vraiment être attentif à la posture de la personne, sa façon de communiquer, mais aussi quand on peut poser par exemple des questions de quels sont vos loisirs, c'est pas anodin, c'est aussi pour comprendre si il va falloir avoir des points communs en fait avec les membres de l'équipe, avoir des équipes aussi complémentaires. Donc, je pense que cette partie savoir-être est très importante aujourd'hui. Oui, parce que la petite précision, c'est que techniquement, on a aussi un cadre légal. Donc, en tant que recruteur, il y a plein de terrains et plein de questions sur lesquelles on ne peut pas aller. Et typiquement, la question... Les centres d'intérêt. Oui, mais ça fait partie des difficultés. C'est qu'à la fois, on vient te recruter pour qui tu es. Enfin, on cherche à savoir qui tu es, mais on ne peut pas poser des questions sur le terrain perso ou privé. Donc, c'est toujours un peu difficile dans l'approche. Et pour rebondir aussi à ce que tu dis, Victoria, aujourd'hui, c'est aussi s'adapter au marché où tout bouge, tout va vite, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on a forcément besoin de personnes qui ont des grandes capacités d'adaptation, qui ont une pensée critique pour observer des situations de façon analytique et puis rapidement être proactif ou changer, ou en tout cas être présent, être mobilisé. Tout comme on a besoin de personnes qui vont être dans la communication, comme tu dis, Louison, parce que c'est incontournable, la communication. Personne aujourd'hui est recruté, travaille dans son bureau sans aucune interaction avec personne. Donc on va plutôt focuser là-dessus, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ces fameuses 4 C, même si on pourrait mettre 40
c'est, je pense, au final, parce qu'on est vraiment sur du focus soft skills, mais c'est vraiment ces profils-là qui sont d'abord recherchés aujourd'hui sur le marché, et quel que soit en fait le secteur et l'entreprise, en fait. Oui, parce que finalement, après, ça va être indépendant des entreprises selon leur secteur, les métiers. Bien sûr. Mais dans ce que vous dites là, ça veut dire que nous, en tant que, quand on recherche un emploi, ça veut dire que maintenant, il faut peut-être plus regarder les valeurs de l'entreprise, vraiment qui est l'entreprise, avant de regarder les compétences associées, du coup. Oui, déjà pour toi. Est-ce que tu as envie de travailler avec cette boîte? Souvent, on l'oublie, ça. Mais c'est dans les deux sens. Bien sûr, il y a des boîtes, sur le papier, ça peut être extra en termes de poste, même de REM. Mais si derrière la valeur ou la culture, ça ne me plaît pas, j'y vais pas. Donc bien sûr qu'il y a un choix à faire, il y a une sélection. Tu vas devoir, en tant que candidat, faire des choix, alors qui vont être orientés en fonction, bien évidemment, des valeurs, de la culture de l'entreprise, et puis aussi ensuite de ce qui est proposé en termes d'intérêt, de mission, d'évolution, de rémunération. Et ça dépend de chaque candidat. C'est pour ça que souvent, quand tu prends le problème dans ce sens-là, c'est plus simple de postuler et rentrer dans l'exercice du recrutement. Si tu prends tout azimut et que tu fais, j'envoie le même CV à 300 annonces, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Enfin, souvent, moi, le recrutement, je fais ce parallèle entre... C'est comme un couple. C'est comme un homme et une femme qui se rencontrent. Enfin, tu cherches quelqu'un, tu ne vas pas prendre le premier qui vient dans la rue. Tu ne vas pas dire à 50 personnes est-ce que tu es intéressé. Mais c'est pareil dans le recrutement. Il va y avoir une relation qui se crée. On va passer 3/4 de notre temps ensemble. Donc, du coup, il faut qu'on ait vraiment envie de travailler ensemble dans les deux sens. Donc, l'évaluation, c'est oui, le recruteur, mais c'est aussi le candidat. Avec quelle boîte il a envie de travailler en termes de valeur. Et heureusement. Et c'est ça qui fait pour moi la réussite dans la préparation de l'entretien. Le candidat qui est choisi, au final, c'est pas forcément celui qui a techniquement ou la meilleure des écoles ou qui s'est mis le plus bas en termes de prétention. C'est celui qui est tellement ancré dans ce qu'il veut. Il t'a tellement dit qu'en fait, c'est toi, c'est ton entreprise, ce poste-là, pour des raisons qui sont professionnelles, mais aussi presque personnelles, parce qu'il est engagé, parce qu'il matche réellement sur les valeurs, sur ce que tu proposes, sur ton projet d'entreprise. C'est celui-ci que le recruteur y ressent. Et c'est celui-ci souvent qui est choisi, très clairement. Donc, on est bien d'accord que c'est l'addition d'un personnage, donc de cette partie compétence comportementale, plus une motivation. Mais la motivation, on y reviendra après, peut-être, elle se montre, elle se démontre, elle s'explique, elle se partage, elle se transpire, mais elle ne s'écrit pas, quoi. Enfin, elle ne se devine pas, elle ne s'écrit pas. Et donc, la somme de ces deux fait la réussite. Et toi, en tant que candidat, tu le sais. Tu sais les boîtes qui te font rêver, les postes qui te font envie. Tu sais dans l'annonce, celle qui vraiment te parle, et il y aura pas photo sur la façon dont tu vas mener l'entretien. Et souvent, c'est des projets, des processus où tu arrives en shortlist et souvent tu es sélectionné. Alors toi, Victoria, t'as mis ton pied dans le monde du travail récemment, même si t'as fait de l'alternance avant, mais on va dire dans le vrai monde du travail, fini les cours, etc. D'après toi, les défis majeurs que rencontrent maintenant les jeunes qui se lancent dans le monde du travail, c'est quoi? Alors, je pense qu'il peut en avoir plusieurs. Peut-être déjà de savoir ce qu'on veut faire exactement, parce que quand on sort de l'école, même si on a fait de l'alternance ou autre, on n'a pas non plus une expérience professionnelle de je ne sais combien nombre d'années. Et donc, parfois, même ce qu'on fait dans une entreprise, ça va pas être la même chose que ce qu'on va faire dans une autre entreprise, malgré que les activités ou le métier de base soient le même. Et donc, c'est là où les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise vont jouer une partie importante. Donc, je pense que ce serait déjà de savoir vraiment ce qu'on veut faire. Et ensuite, surtout, d'être curieux, de se laisser découvrir aussi, parce que c'est pas parce qu'on sort d'école qu'on doit automatiquement
dès la première heure, avoir trouvé son nouveau job, se mettre la pression. On peut se tromper aussi, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et donc, il ne faut pas avoir peur de tenter une expérience où on se dit « Ah, j'ai peut-être pas toutes les compétences » ou je ne sais pas si je vais matcher avec l'entreprise ou pas. Je pense qu'il faut se laisser aller aussi et aller à la découverte. Et c'est comme ça qu'on saura aussi au fur et à mesure plus ce qui nous correspond ou pas. Et c'est comme ça aussi que nous-mêmes, on va se faire nos propres critères au fur et à mesure. Et après, je pense qu'il va être important, c'est de se situer sur le marché du travail actuel, parce que ça change vite. Et bien justement, pour trouver, tout à l'heure, Amandine, tu disais on n'envoie pas le même CV à 300 recruteurs. Et ben, comment on fait ? C'est quoi la meilleure approche pour rechercher du travail ? Est-ce qu'on postule massivement ? On envoie à droite à gauche ? Est-ce qu'on cible précisément, trop précisément ? C'est quoi la meilleure approche ? Ou en tout cas les conseils que vous donneriez pour faire au mieux ? De mon côté, les conseils que je donnerais, ce serait peut-être déjà de cibler les métiers peut-être qu'on souhaite faire, en tout cas les différentes activités. Et après, une fois qu'on a trouvé par exemple des offres d'emploi qui nous intéressent, s'intéresser du coup aux entreprises, parce que déjà à ce moment-là, ça va faire du tri. Et donc, je ne donnerais pas le conseil de postuler massivement, parce que c'est un peu... si on plaît à tout le monde, on plaît à n'importe qui. Et là, je trouve que c'est un peu le même principe. C'est important aussi de savoir ce qu'on veut. Et donc, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'intéresser vraiment en profondeur à l'entreprise, de ne pas hésiter à appeler, à s'intéresser, à poser des questions. Voilà, aujourd'hui, en plus, on a de la chance avec Internet, avec les réseaux sociaux. On a beaucoup d'informations déjà à notre portée avec le site Internet, avec LinkedIn, avec Google. On peut même trouver des personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise, poser des questions. Il n'y a pas de mal à vouloir s'intéresser. Au contraire, je trouve ça bien. Puis ça montre une certaine motivation aussi. Donc voilà, je pense que ça, déjà, c'est pas mal pour se donner une première idée et après, aller dans les échanges. Oui, j'ai pas d'autres choses qui me viennent, mais le tout azimut, pour moi, oui, t'en fais 300, t'auras peut-être 10 réponses et 3 entretiens si tout va bien. Mais ça se trouve, c'est des postes qui te plaisent pas, donc il vaut mieux être quali. Il vaut mieux aller choisir l'activité l'entreprise, parce que c'est cette activité qui vous plaît. Cette entreprise parce que, je sais pas, elle a une belle notoriété aujourd'hui, parce que... Après, c'est vos raisons à vous. Voilà, c'est vos raisons à vous. Au-delà du poste, j'entends. Hein. Et puis surtout, sortir de « je réponds à de l'annonce » ou « je fais du spontané ». En fait, il faut aussi se positionner dans comment j'active mon réseau. Et c'est vrai que LinkedIn, on en parle souvent parce que c'est quand même le numéro 1 du réseau pro. Mais c'est ça, c'est en parler. Moi, je me rends compte, les personnes autour de moi qui m'ont parlé de leurs besoins, je peux pas le deviner en fait. Je sais pas si tu cherches du boulot, ce que tu cherches. Mais si tu me le dis, du coup, je peux faire des liens, je peux en parler. Et c'est comme ça que ça se fait. Et petit à petit, on va la voir, cette opportunité, auquel au début, on n'a pas forcément d'idée. Moi, dans toutes mes histoires pro, ça a toujours été une histoire d'opportunité. Au début, je râle un peu. Ça me dit rien, soit je suis pas du tout en recherche, donc candidat complètement passif, soit ça me plaît pas. Et en fait, la curiosité, c'est ce que dit Victoria, c'est ce qui peut faire la différence aussi. Donc j'y vais, pourquoi pas, on verra. Et souvent, c'est révélateur de plein de choses. Sortir de ce carcan très stéréotype où j'ai une entreprise, une annonce, je postule.
c'est plus trop d'actualité, ça. Donc, même en tant que candidat, il faut avoir une approche différente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, quand on observe un petit peu ce qui fonctionne sur de la candidature, typiquement, il y a 5-10 ans, c'était d'arriver avec sa carte de visite et mode, je suis tellement un peu décalée par rapport au marché, je me mets en avant. Mais en fait, on est toujours dans la continuité. C'est comment j'arrive à sortir un petit peu de ce carcan trop habituel. Là, on parle actuellement vous avez dû en entendre parler sur les réseaux, mais de ce CV vidéo. Je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a fait le buzz, où elle a dit vous voulez pas de mes candidatures de mon CV, donc elle a fait un CV vidéo et du coup on en parle. Donc il faut arriver à être un peu original, à sortir vraiment des sentiers battus, tout en ayant vraiment en vous fait le travail de pour qui j'ai envie de travailler, sur quel type de métier, comment. Bon, il y a des boîtes, des grandes boîtes, elles pourraient me proposer ce qu'elles veulent, c'est hors de question. Donc, pour quel type de boîte, quel est votre projet, qu'est-ce qui vous porte? Et puis après, on verra s'il y a une possibilité de répondre à une annonce ou de faire du spontané. Mais en tout cas, il y a vraiment un travail de recherche, de benchmark du candidat qui est hyper important. Et donc, faire du tout azimut, ça ne fonctionne pas. Et puis tous les emplois ne sont pas derrière des annonces. Il y a même un gros débat là-dessus. Mais donc sinon, vous partez, vous faites quoi? Vous prenez l'annuaire de toutes les entreprises à Lyon et vous envoyez. C'est plus que chronophage. Donc il faut avoir un regard analytique, il faut faire un petit benchmark de vous, ce que vous avez envie comme boîte. Et ça sera que du positif, ça sera que du vertueux, puisque vous aurez envie réellement de postuler. Et justement, je rebondis, tu parles de candidature spontanée. Pour le coup, moi, je suis en recherche active là actuellement, donc ça me concerne le plus. C'est vrai que j'ai du mal à cibler, moi, pour le coup, et puis j'ai du mal à trouver les offres. Et du coup, j'étais vachement tentée par le terrain de la spontanéité, mais comment est-ce qu'on va aller chercher, Alors, les réseaux, je sais que ça va nous aider, LinkedIn, etc., mais comment est-ce que moi, je vais pouvoir appuyer mon CV ++, et surtout, comment pas me prendre des portes, parce que c'est vrai que spontané, c'est bien. J'ai ciblé des entreprises qui me plaisent, et je me dis, ça se trouve, je vais être à fond, je vais être motivée, je vais donner le meilleur de moi-même, et il va me dire, je recrute pas, laisse-moi en fait. Alors, donc, comment est-ce qu'on va te répondre 95% du temps ça. En spontané, c'est souvent ce qui se passe, parce que le recruteur, pas le temps, pas envie, plein de raisons. Par contre, toi, il faut que tu relances, mais par un autre moyen. Okay. Moi, je me souviens, une deuxième petite anecdote, un jeune c'était il y a une dizaine d'années, qui venait frapper à la porte des bureaux. J'étais dans une société d'ingénieurs informatiques quand même, donc tout était bien dématérialisé, plus. Et il frappait le lundi, le mardi, il voulait parler à la responsable du recrutement. Et forcément, l'excuse qu'on a tous, j'ai pas le temps, réunion, machin. Et puis quand même, j'entends à chaque fois, au loin, à l'accueil, c'est toujours cette même personne qui revient, pour moi, dans un schéma décalé. Enfin, aujourd'hui, tu veux postuler, même il y a 10 ans, c'est pareil. Aujourd'hui, tu veux postuler, t'envoies ta candidature, ton CV, etc., etc. Et puis, c'est ce que te répond la plupart du temps le standard. Mais il faut le chanter, il faut squeezer le standard. Et donc, il venait avec son CV papier. Bref, je vous passe les détails, mais au final, au bout du 4e jour, je me dis, non, mais je vais le recevoir. Déjà, alors, c'est parce que ça m'énerve. Honnêtement, le vrai sentiment, c'est ça m'énerve. Donc je le reçois et en fait, au moment où il s'assoit, je me dis waouh, mais comment on peut me prouver sa motivation plus que ce qu'il a fait? Et donc, je prends son CV, Bichette, il cherchait un stage de 3e. J'en avais pas, mais je l'ai créé. Parce que du coup, je me suis dit, mais il est tellement motivé, il est tellement sorti des rangs, il est tellement venu me dire, non, mais je veux travailler pour votre entreprise. Alors, il avait des raisons qui lui appartenaient, mais en tout cas, sa motivation était tellement pure, était tellement là, que j'avais pas de besoin, en effet. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il faut arriver à toujours détourner, contourner. Va chercher dans l'entreprise pour laquelle tu as envie de bosser des personnes que tu connais, que tu as dans ton réseau, 3e, 2e, 1er degré. Tu vas trouver à un moment donné, et c'est par ce canal-là, quitte à y aller, quitte à participer à des événements dans ces entreprises. En fait, il faut être acteur, vraiment. Il faut se sortir de ce facilitateur de j'envoie une candidature, spontanée ou pas, qui est bien faite, qui est adaptée. Il faut trouver d'autres approches. Et donc, l'utilisation du réseau est quand même assez grandiose pour ça. Là, par exemple, Candice, tu m'en parles. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu cherches comme type de métier?
Il faut que je dise là. Non, alors, peut-être si t'as pas envie, mais en tout cas, ça peut être le début. Qu'est-ce qui se passe si moi, demain, j'ai une connaissance, je dis, ah bah tiens, c'est comme ça que ça marche. Ok. Donc, ouais. il faut en parler. Moi, j'en parle à ma boulangère. Faut pas avoir peur, en fait. Parle-en. Mais parle-en. Ouais, vraiment. Un boulanger ou ici? Ici et à ta boulangère. À ta coiffeuse, à tout. Ouais. Ouais, mais en fait, ouais, moi je m'arrête, je sais pas si c'est ton cas, Louison, moi je m'arrête au réseau, c'est vraiment réseau en ligne, alors qu'en vrai, oui, le réseau, c'est aussi en parler comme ça, en vrai, de vive voix, ça rentre dans le cerveau de quelqu'un, et en fait, un jour, il va peut-être le pouvoir En fait, ressortir. je pense qu'on se dit, si je connais pas quelqu'un qui bosse vraiment dans ce C'est vrai. secteur, je peux pas. C'est Mais ça. en fait, ce quelqu'un, il va connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et un jour, ça va arriver aux oreilles de quelqu'un qui sera peut-être intéressé. Donc, Bah, bien faut sûr. en parler, quoi. Mais une grande partie des médias, prenons l'exemple de la radio. La radio, quand ils font un spot de recrutement, parce que je suis dans la thématique, ils se disent pas on va toucher que les gens qui cherchent du boulot. Donc ils le diffusent, mais moi ça m'est arrivé combien de fois d'entendre tiens, il y a une boîte qui cherche, et donc j'en parle au pote, du frère, parce qu'on a tous un réseau qui est assez important. Et c'est comme ça que ça se fait. Et c'est là où j'ai dit bah tiens, tu cherches du boulot et je sais que cette boîte, c'est passé à la radio, tu peux postuler. Donc oui, à l'inverse, vous en tant que candidat, il faut en parler au maximum. Et il y a un moment donné, il y a des rencontres qui se font, il y a des opportunités qui se créent, il y a des échanges. Et voilà, c'est une façon de contourner pour moi, mais qui est la plus efficace en tout cas. Mais elle demande du temps et de l'audace. Ok. Maître mot, audace. Audace, je retiens. Et donc justement, on parle de réseau. Tout à l'heure, on a parlé de LinkedIn. Juste comme ça, au passage, est-ce que des petits tips pour avoir une bonne page LinkedIn, une bonne présence sur ce réseau? Parce qu'aujourd'hui, il fait quand même un peu le taf, quoi. Ça tique. Ouais, ça tique. Je suis un peu sceptique. Je dis pas de pas l'utiliser. Après, ce à quoi on est trop confronté, c'est que là, on se retrouve avec des pages qui sont rédigées par de l'IA. Du coup, je sais pas quoi apporter comme réponse. Ça, c'est vraiment pas conseillé. Dans le style rédactionnel, dans tout ça. C'est bien d'être, je pense, d'être vrai, d'être authentique et d'arriver surtout à exprimer ce que tu fais, ce que tu veux là à l'instant T. Tu recherches un emploi, tu veux partager de l'info. Déjà pour qu'on ait de l'information. Après, sur le contenu, voilà, on commence à avoir une lecture où c'est tellement des copier-coller de ChatGPT. Du coup, ça perd de sa valeur. Donc, comme je suis un peu, moi, dans cette lecture-là, j'arrive pas à me dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour vraiment avoir une page top du top. Peut-être déjà juste écrire ce qu'on fait dans ses expériences, ses différentes formations. Et déjà compléter son profil. C'est ça. Déjà juste parce c'est déjà la base. que je source sur LinkedIn. Je recrute sur LinkedIn et parfois je tombe sur des profils où il n'y a rien. Et du coup, je passe à quelqu'un d'autre parce que déjà, je ne peux pas faire ça toute la journée. Et en plus, je vais aller aussi au plus simple et du coup, aller voir les profils où il y a déjà l'information que je recherche. Donc, finalement, le premier conseil, c'est déjà de compléter son profil. Et d'éviter l'IA. Exactement. Faut que son profil ressemble à la personne, en fait. Et en termes encore une fois, de comment chercher efficacement, tout ce qui est site d'emploi, est-ce que vous avez peut-être des noms qu'on ne connaît pas? Nous, on connaît les plus courants, Hello Job, non, c'est Hello Work, Hello Work, Météo Job, Indeed. Ouais, Indeed. Est-ce qu'il y en a un peu de niches, un peu inconnues? Alors, il y a des niches par domaine d'activité. Ouais. Je les connais pas tous. Il y en a un là qui est en train, ça fait un moment qu'il arrive et il a plutôt belle réputation. C'est Welcome to the Jungle, par exemple. Ouais. Après, c'est du coup c'est selon le secteur d'activité ou le métier, j'allais dire, le métier où tu vas avoir des job boards qui sont bien plus adaptés et bien plus pertinents. Mais là, on est sur quelque chose de très très large. Ouais, plutôt large. Après, sinon, c'est ceux qu'on connaît un les peu grands tous. classiques. La PEC, Hello Work, et puis LinkedIn. Mais sinon, il faut plus s'intéresser à si on recherche vraiment un secteur d'activité particulier comme le diamantine. D'accord.
Et quand on voit une offre auquel on ne correspond pas à 100%, souvent on a un peu peur de postuler, mais on a envie de le faire quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut foncer. Tu parles de l'annonce où ils recherchent des jeunes de moins 25 ans qui ont 10 ans d'expérience et qui parlent 18 langues, c'est ça? Ouais. De façon plus sérieuse, allez-y. Moi, mon premier boulot, j'ai postulé, il fallait être trilingue. Anglais-allemand, je parlais ni anglais-allemand, hein. J'y suis allée. Hein. Même pas peur. Alors, attention, il faut aussi avoir une lecture. Si on vient vous dire, je cherche un directeur financier, 20 ans d'expérience, vous sortez de l'école, vous êtes à côté de la plaque. Mais si on vous dit il faut 2 ans d'expérience, bah déjà, toi, Candice, ta façon d'évaluer 2 ans, c'est peut-être pas la même que Victoria, de moi. Moi, j'ai eu un candidat un jour qui m'a dit « J'ai 17,8 mois d'ancienneté ». Il avait fait un calcul à l'ETP, donc au temps réel de son activité. Waouh. Bon, c'était des ingénieurs. Hein. Et donc voilà, encore une fois, il peut y avoir une façon d'exprimer qui peut être différente, donc il faut se donner une souplesse, mais allez-y, c'est comme l'exemple que je prends souvent, c'est les erreurs de recruteurs qu'on a beaucoup entre le nice to have, le need to have, et je vais mettre à toutes les sauces, faut qu'il parle anglais, faut qu'il ait bac plus 5. Si l'exercice du recruteur, il n'est pas fait de se dire, attends, est-ce que vraiment j'en ai besoin là sur le poste ? Parce que franchement, moi, j'en ai vu des gestionnaires de paye à qui on demande de parler couramment anglais. Ça n'a pas de sens. Mais du coup, toi, en tant que candidat, tu te dis, je suis gestionnaire de paye, mais je ne parle pas anglais. Ah oui, mais... Donc, il faut arriver à avoir cette lecture-là. C'est que presque le candidat, il doit aussi se dire qu'est-ce qui est incontournable. Et il y a des choses dans les annonces, c'est du nice to have. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste que c'est mis parce que c'est bien en termes de marketing RH, parce que j'ai fait un copier-coller de toutes mes autres annonces, et puis parce que les recruteurs ne sont pas tous parfaits non plus. Surtout sur l'étape de rédaction de l'annonce. C'est là où il y a quand même beaucoup d'erreurs. Donc, vraiment, prenez du recul, allez-y. Quand c'est cohérent, encore une fois. Si par contre on vous dit qu'il faut maîtriser un logiciel et que vous ne l'avez pas, c'est difficile après. Oui, vous allez avoir probablement un retour négatif quand vous avez un retour. Mais voilà, en tout cas, foncez. Ah oui, clairement. Puis en plus, il y a des compétences qui sont transposables. Oui. Donc, faut pas hésiter. Il y a peut-être des choses que vous avez fait dans un autre secteur d'activité, sur un autre job qui n'a rien à voir, mais finalement, on peut en avoir besoin dans ce job aussi. Donc, faut y aller, faut oser. Et puis, j'allais même revenir à ce qu'on se disait au début, c'est qu'on est quand même sur du recruteur qui cherche du profil. Donc, vous ne matchez pas sur toute la partie technique, allez-y. Et peut-être qu'au moment de l'échange, il va y avoir un espèce de coup de cœur où, waouh, on va le faire quand même ensemble parce que ça match. Ou alors, je pense à vous pour un autre projet, un autre profil. Donc, franchement, allez-y. Allez-y. Pas se retenir, ouais. Non. Alors, si on rentre dans le dur, dans le vif du sujet... Sur la rédaction du CV, est-ce que vous avez quelques conseils ? Je pense que Candice aussi, tu en as des conseils. Un petit peu. Toi aussi, t'animes des DTA ? Oui. Ouais. Bon, allez, c'est le moment. On va repartir sur les ateliers. Non, mais je vous laisse la parole et je verrai si je complète avec vous ou si je suis en désaccord, peut-être. On va voir. Le type CV ? Alors déjà, je pense qu'on a 10 CV... 10 recruteurs, 10 avis différents. Hein. Il n'y a pas de vérité, de réponse unique. Moi, rapidement, ce que je dirais, c'est encore une fois d'adapter. Je ne vais pas lire un CV de la même façon si je recrute un ingénieur ou si je recrute un chargé de com. Donc déjà, il faut arriver à s'adapter. Après, il y a des éléments incontournables. Il va falloir contourner votre ATS. Hein. Applicant Tracking System, c'est l'automatisation aujourd'hui de la sélection des CV. Du coup, lui, il est programmé à faire ce qu'on lui dit. Donc, je ne vais pas vous parler toute la programmation de l'ATS, on s'en fout. Mais par contre, votre CV, il ne faut pas qu'il y ait de colonnes, d'abréviations... faute d'orthographe. Alors, de faute d'orthographe, n'en parlons pas. De colonnes ? De colonnes. Il lit pas dans les colonnes. Les ATS, la plupart des ATS ne lisent pas dans les colonnes. Ouais. On a perdu Louise. Okay. Si vous faites du print screen, ça marche pas. Genre les CV Canva, là. Canva, c'est fortement déconseillé. Mais oui, mais c'est... Moi, je trouve que c'est pour exprimer aussi comment on est. Enfin, moi, mon CV Canva, il ressemble pas à celui de l'autre parce que j'y ai mis ma patte, quoi. Enfin, mais je sais que...
Maintenant, les outils qui sont utilisés disent peut-être pas tout. Mais pour moi, c'est impensable que demain, je fais un CV Word. Et ben, du coup, ton CV Canva, tu vas l'envoyer directement à la bonne personne. Tu vas squeezer l'ATS. D'accord ? Parce que l'ATS, même s'il est super beau, très adapté et qu'il te ressemble parfaitement, il n'empêche que ça reste une machine, il est bébête, donc il t'aura écarté. Tout comme l'ATS, 2-3 choses qui m'ont marqué, c'est l'ATS n'aime pas les trous. Vous n'avez pas le droit d'en avoir. Donc si vous n'avez rien fait mais même sur des petites périodes, il faut marquer. Alors, vous ne marquez pas que vous avez traîné sur votre canapé. Vous marquez que vous étiez en recherche, que vous avez fait un tour du monde. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même assez OK d'entendre qu'on peut avoir des coupures dans notre expérience professionnelle. Ce n'était pas le cas à une époque, mais aujourd'hui, c'est autorisé. Mais par contre, lui, l'ATS, il est branché à ce que s'il y a du trou, il n'y a rien. Donc, il faut quand même le combler. Après, vous trouvez le rédactionnel qui vous plaît et ce que vous avez envie de partager. Mais ça, c'est important de pas en laisser sur votre CV. Bien évidemment, les fautes d'orthographe, alors là, c'est red flag direct. Et puis, quand je disais tout à l'heure, un CV, une annonce, un CV, une entreprise, c'est qu'il faut s'adapter. Vous n'avez pas le même CV pour toutes les boîtes. C'est pas possible. Donc il va falloir aller remettre dans votre CV, j'ai l'impression que je court-circuite le circuit, mais il va falloir remettre dans votre CV les mots-clés qui sont en lien. Votre annonce. On parle des ATS qui sont certains programmés à 40 mots-clés sur les très gros postes. Il faut qu'il y ait 40 mots-clés en lien entre le ou les postes et les CV. Sinon, ça passe pas. Alors, je sais pas, ce chiffre, il est, je pense, pour du volumique. Mais l'ATS, il fait du volumique. Sinon, il n'y a pas de raison d'avoir un ATS. Tu le fais toi-même. Donc, voilà. Il faut en tout cas qu'il y ait le maximum de mots-clés en lien avec les postes. Tout comme, de façon visuelle, il faut que, bien évidemment, qu'il y ait un titre. Bon, sur la forme, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez du rose, des kikis, faites ce que vous voulez. Sur de la créa, moi, ça ne me choquerait pas. Un ingénieur informatique, un peu plus. Mais il faut que vous mettiez en gras les choses importantes, techniquement ou personnellement, qui viennent vous caractériser. Et encore une fois, en lien au maximum avec l'entreprise. C'est pas être en train de mentir ou bullshiter le système. C'est juste en train de choisir le bon mot qui, en plus, vous représente, mais qui est en lien avec le poste ou en tout cas la définition de l'annonce. Faut pas inventer, attention, je suis pas en train de dire ça. Parce que si vous n'êtes pas ou si vous n'avez pas ce type de compétences, vous le mettez dans un CV, vous passez, vous achetez que des ennuis. Si vous êtes sélectionné, c'est horrible. Vous imaginez, je postule à un poste de DAF, je sais pas tenir un compte de résultats. Je veux pas être bien sur mon poste. Donc en fait, c'est pas l'idée de mentir. C'est l'idée vraiment déjà de contourner l'outil, parce que voilà, ça reste un outil robotisé. Et ensuite, en fait, choper ce premier entretien. Le plus dur, c'est de choper le premier entretien. Et pour ça, on s'en fout un peu comment on s'y prend. C'est pour ça que je vous dis, allez-y, postulez, même si c'est pas tout à fait en lien avec votre profil. C'est pendant l'entretien que vous allez convaincre. Et que vous allez vous rendre compte si vous avez envie de vous mettre ensemble. Et je pense s'adapter à l'entreprise, au poste, c'est très important sur son CV. Et parce que même si, imaginons, une entreprise n'a pas forcément d'ATS, parce que pas toutes les entreprises ont un ATS, mais quand on est recruteur et qu'on source sur les plateformes, eh bien, on va chercher par mots-clés. Et donc, si on ne retrouve pas vos mots-clés sur vos CV, on ne va pas les trouver. Et donc, je pense que c'est la priorité numéro 1, c'est mettre les mots-clés qui sont en lien avec ce que vous recherchez vraiment et mettre en avant ce qui représente votre recherche. Et je rajouterais une autre petite chose qui peut vraiment faire la différence sur un CV, c'est de l'orienter un peu résultat, ou en tout cas de mettre du quanti. Vous avez été manager, super. Mais l'équipe, combien, direct, indirect, opérationnel, donner de l'info, du chiffre, de la quantité. Vous avez travaillé pour une boîte à taille humaine, super. C'est quoi taille humaine ? Il y avait 500 personnes quand je suis arrivée et je suis ressortie, il y avait 2000 personnes. Donc donnez vos résultats. Voilà, c'est ça qui parle et c'est ça qui va permettre aux recruteurs de se rendre compte si vraiment la compétence, elle est là. Ok. Mais là, du coup, on parle beaucoup aussi de CV qui sont pleins avec des expériences, etc. Et moi, je parle en mon nom là puisque je suis chargée de relations d'entreprise, j'ai des étudiants qui sortent de bac et qui n'ont pas d'expérience. Et comment est-ce que eux,
ils peuvent mettre en avant vraiment, alors au-delà de mettre des mots-clés du coup, mais moi je leur recommande de mettre leur stage en avant, expliquer vraiment ce qu'ils ont fait, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Faut qu'ils mettent en avant... C'est plus compliqué comme ça. Oui, c'est plus difficile. Ils vont pas faire 12 pages de CV, hein. Mais par contre, ils n'ont pas rien fait de leur vie. C'est-à-dire que ce qui te caractérise, c'est pas uniquement tes expériences professionnelles. Donc, ils sont peut-être passionnés de sport. C'est là où tu rentres dans le terrain un peu plus perso. Tu as fait partie d'une asso, je sais pas, tu as été engagé sur du sport à haut niveau pendant X années, tu as fait de la compète. Derrière, en fait, ça vient traduire forcément des compétences. Que tu vas pas acquérir la persévérance que dans ton expérience pro. Tu peux très bien l'acquérir parce que tu as fait, je sais pas, un sport de haut niveau intense. Donc, il faut arriver à parler un petit peu du perso, même sur des choses qui peuvent sembler anecdotiques, mais derrière, elles viennent automatiquement révéler une compétence. Même si c'est une compétence dite junior, mais elle est là. Mais au début, quand on recrute quelqu'un qui a 20 ans, qui a 18 ans, on ne l'attend pas sur une expé de maîtrise. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas trop en mettre non plus. Mais il faut sortir de la sphère expé uniquement professionnelle sur un CV. Pour eux, en tout cas. Et on reprend ce qu'on disait au début. Le quotient émotionnel, à ce moment-là, va beaucoup jouer. Ok. Là, il faut déjà avoir réussi l'étape de « regarde mon CV » et pourquoi le CV doit être très attirant. Il ne faut pas qu'il soit sur Canva comme tout le monde. Non, mais un Canva personnalisé. Non, en vrai, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, moi, j'utilise Canva aussi pour mon CV, très clairement. Mais j'ai beau en utiliser un où je me dis, lui, j'ai jamais vu, parce que j'ai eu l'occasion d'en voir quand même pas mal, mais je me dis, lui, j'ai jamais vu, j'ai mis ma patte, et en fait, je vais sur LinkedIn et je vois tout le monde pareil. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à se détacher. Là, je suis à deux doigts de mettre des logos de l'immobilier, des bâtiments sur mon CV pour que ça se démarque. Enfin, je suis arrivée à un point comme ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai que on a tous les tips, mais des fois, il faut beaucoup de créer, en fait, surtout. Ah ben moi, j'en suis persuadée. Dans toutes les candidatures, les postulations qui m'ont marquée, c'est toujours été un truc ultra décalé. Ok. Clairement. Vraiment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est à l'époque, moi, la première, quand on m'a donné une carte de visite, où il y avait son adresse mail, et du coup, j'avais tout à la fois. J'avais son nom, son prénom, son site web, ses coordonnées, j'avais tout. Et vraiment, il faut s'imaginer, il y a 10 ans, elle me donne ça, et je me dis, mais elle est pas bien. Et en fait, exceptionnelle. Elle m'a tellement marquée que par curiosité, j'y suis allée. Donc, je suis allée voir son website, je suis allée voir plein de choses, et je lui ai envoyé un mail, j'avais envie de la rencontrer. Donc oui, il faut être complètement décalé. Il faut oser. Mais comme le recruteur aujourd'hui, pour trouver ses profils, il va oser. On ne va plus faire de l'annonce copier-coller qui va plaire à tout le monde. Non. Et on parle même de marketing RH. Il faut vraiment se décaler. Si tu veux être repéré face à la quantité d'informations, l'ultra-concurrence, tout ça, il faut arriver. Et le candidat, c'est pareil. Comment tu fais en sorte de te démarquer ? C'est parce que tu es décalé. Ok, je vois. T'as rien à perdre. Au contraire. En plus, tu vas t'amuser. Bon, regardez bien LinkedIn. Vous allez voir des bâtiments, là. Ça arrive. Et au-delà du CV, est-ce que la lettre de motivation, ça fonctionne encore maintenant ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce que c'est utile ? Moi, je suis contre. Moi, j'ai jamais aimé. J'en ai eu 2 dans ma vie. Donc, le seul truc, c'est quand on vous le demande, vous n'avez pas le choix. Ouais. Et comment vous l'expliquez, ça ? Parce que du coup, vous vous dites, je préfère l'avoir en face pour qu'il m'explique sa motivation. C'est ça, du coup, votre... moi, la motivation, ça s'écrit pas. Il a beau me dire... En plus, tu sais que souvent, c'est Internet qui te l'a fait. Puis alors maintenant, il y a des super IA pour faire une lettre de motivation béton. J'en ai essayé une il n'y a pas longtemps, c'est vraiment exceptionnel. Donc déjà, tu sais ça. Secondo, c'est pas parce que tu m'écris que tu es comme ça et que tu es motivé. Ça va m'aider. Enfin, moi, ça ne m'a jamais... en tant que recruteur, ça ne m'a jamais aidé à faire un choix. Pour les rencontrer la première fois, ça n'a jamais orienté. Après, il y a des métiers où j'entends sur certains postes, quand on est vraiment face à du volumique, encore une fois, peut-être que ça peut aider pour qui je choisis parmi tous ces CV qui correspondent. Peut-être que je vais lire. C'est le cas des alternants. Je sais que, par exemple, souvent, quand vous postulez et que vous êtes en masse sur un poste, il va y avoir une lecture un peu plus approfondie de la lettre de motivation. Donc, quand on est sur beaucoup de postulations, oui, elle peut servir aux recruteurs.
qui doit la lire, doit les lire. C'est toujours le même problème. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas postuler sans. Ça va vous chanter direct. Ouais, mais même en tant que candidat, moi, la lettre de motivation, limite, quand on me demande d'en faire une, j'en fais pas. En fait, j'ai pas assez d'inspi pour, à part te dire que je suis motivée. Si je postule, c'est que je suis motivée, en fait. Moi, ça me sort par les yeux, la lettre de motivation. Vraiment. Même pour les écoles, il faut en faire. Je sais pas, il en faut une pour les CEMA. Mais je veux poursuivre mes études, j'ai pas besoin de t'écrire un pavé comme ça pour te dire que je suis motivée. Après, si c'est demandé, il les faut, mais... Puis en fait, c'est hyper générique, tu mets les mêmes mots qui prouvent... Tu mets tous les synonymes de motivé, déterminé, et puis... c'est... Et même à toutes les entreprises, surtout. Oui. Tu changes juste les coordonnées. Quand tu te trompes pas, parce que parfois il y en a qui se trompent. Mais Oui. Ça c'est chaud. Moi j'en ai reçu plein des candidatures, des lettres de motivation, ils s'adressent à Madame Y, entreprise. Mais non, mais moi ce que je faisais, c'est que je mettais même pas de destinataire. Je mettais mes coordonnées, ma lettre de motivation, signature, et j'envoyais à tout le monde la même. On va faire un DTA, toi. Mais non, mais... Franchement. Mais ça me fait juste poser une question. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est passé sur les réseaux. Il y avait un jeune homme qui avait fait une lettre de motivation en disant tapez 1 si vous voulez me rencontrer, tapez 2 si vous voulez plus d'informations. Est-ce que même une lettre de motivation, on peut la faire un peu décalée? Ouais, bonne question. Dans la même question que pour le CV, moi la seule qui me marque, c'est une lettre de motivation. J'avais un candidat qui m'a écrit un poème en alexandrin. Et mais rien à voir, hein. Il parlait pas de motivation, mais il me parlait de lui. Il avait fait un poème en alexandrin. Ça m'avait tellement surprise que je l'avais rencontré encore une fois. Vous voyez, on n'a pas toujours des choix et des raisons très rationnelles. Mais je trouvais ça tellement osé, pertinent. Donc oui, de la audace, on en revient toujours. Ça va être le mot-clé de la journée. Mais oui, bien sûr que vous pouvez oser. Parce qu'à un moment donné, il y a une grande majorité des recruteurs qui quand même a conscience que c'est soit des copier-coller, soit ça ne va pas me permettre réellement d'évaluer la motivation. C'est juste que c'est dans le processus et je ne me suis pas posé la question. J'ai peut-être pas le droit. Parfois, tu n'as pas le droit de l'enlever. Envoi CV plus LM, tu ne peux pas changer la formulation. Donc oui, oser aussi quelque chose qui vous ressemble et qui à la fois fasse en sorte de vous permettre la sélection dans cette audace. Et justement, après la sélection, vient le moment tant attendu de l'entretien. Parfois, c'est hyper stressant, il faut bien se préparer, etc. Justement, comment est-ce qu'on se prépare au mieux pour un entretien ? Peut-être déjà s'intéresser à l'entreprise. C'est super important. Combien de fois je fais des entretiens et je demande tout bêtement à la personne que j'ai en face de moi si, je suis sympa, je demande si la personne a eu le temps d'aller voir qui on est, ce qu'on fait. Et non. Et c'est vrai que plein de fois, je me dis, c'est fou. Jamais je me serais pointée en entretien et juste, je passe pas même 10 minutes sur le site internet. On a tous un téléphone, ça prend 3 minutes 30 à se rendre sur le site internet, le compte LinkedIn, peu importe. Et c'est surtout ce genre de question qui vient déjà nous aider à évaluer la motivation. Donc, préparer ton entretien, oui. Qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise ? Ça ne veut pas dire tout apprendre par cœur, il ne faut pas s'en rendre malade. Non. Mais ce qu'elle fait, les grandes infos la concernant, les grands chiffres, tout ce qui vient aussi à un moment donné faire naître plein de questions, parce que c'est fondamental quand on arrive en entretien d'avoir une liste de questions, tout comme c'est important de les poser, hein, vous ne pouvez pas ne pas poser de questions, sinon ça veut dire que votre recruteur est parfait, il a tout dit, ce n'est pas le cas. Donc oui, vous renseignez sur l'entreprise, le poste et le recruteur. C'est qui me reçoit ? Vous allez le googliser, lui il le fait, faites-le. Ça se trouve vous allez avoir... alors ça, habituellement je le dis pas, je le dis plutôt en off, mais on est des êtres humains, donc ce qui vient faire le lien à un moment donné, c'est notre ressemblance. Donc il suffit que votre recruteur, je sais pas, vous êtes né dans la même ville, vous avez fait un même voyage, vous avez la même passion,
ça match. Moi, les 2 fois où j'ai été recrutée dans ma vie, c'est grâce à ça. Ouais, mais pardon, je rebondis, mais il y a des limites quand même, parce que moi, imaginons j'adore la pêche. Et je vois mon recruteur, il a une photo avec un grand poisson. Je vais pas lui dire, j'ai vu ta photo. Ah, tu le dis pas comme ça, mais tu l'amènes plus subtilement. Oui, mais du coup, moi, je me dis, il doit se dire... Enfin, moi, la première idée, c'est... Pour moi, le recruteur, il peut me regarder. Moi, j'ai pas le droit. Oui, mais... Et du coup, je me dis... Il va dire, mais elle est folle, elle a vu que j'aimais bien les poissons, pourquoi elle fait ça? Mais non, ça veut dire que tu t'es renseigné, enfin, il le sait. Mais jusqu'à ce point, enfin, jusqu'à lui, vraiment, au-delà de... Si tu lui sors sa date de naissance, son adresse, c'est un peu trop loin. T'es remonté jusqu'en 2013 dans le fil Facebook. On était dans la même crèche, là, c'est problématique. Ok, donc au-delà de son poste, en fait, on peut s'intéresser... Ok. Oui. Mais moi, j'ai jamais fait le lien. Je sais pas si toi, tu l'as fait, Louison. T'as déjà fait ça? Non. Mais au moins, je sais que c'est hyper important déjà de savoir qui nous reçoit. Parce que souvent, quand on arrive, y a forcément quelqu'un à la réception qui nous demande qui on doit voir. Et je pense que ça fait un peu mauvaise impression si déjà tu sais pas qui te reçoit. Après, j'avoue que je pense n'avoir jamais été scrutée. Moi, ça me déstabilise. Mais t'imagines, tu vois, moi, il aime la pêche, je vais rire. Il y a des non, je peux pas. Mais lui, il va le faire avec toi. Parce que toi, tu lui as écrit, tu lui as donné sur ton CV. Donc, il va faire le lien. Autant que ce soit... Quand tu l'as, autant que ce soit toi qui aussi saisisse le truc. Enfin, certes, c'est important, il y a de l'évaluation, on ne se connaît pas, mais c'est pas non plus solennel à ce point-là. L'idée, c'est qu'on apprenne à se rencontrer pour se rendre compte si ça peut matcher. Donc, c'est en ça que c'est bien de parler de ces questions perso. C'est pour ça que la loi, quand elle vient nous dire n'allez pas sur ce terrain-là, ça me semble être complètement aberrant. Après, j'allais prendre un autre exemple. Pour se préparer à un entretien, candidat, c'est pas un métier. Donc déjà, le recruteur, il le sait. Donc voilà, on va pas non plus s'en rendre trop malade. Mais par contre, c'est comme tout. C'est que ça demande de l'entraînement. Plus vous en faites, plus vous êtes à l'aise. Vous ne pouvez pas imaginer tous les types de questions qu'on va vous poser, même si vous avez les grands classiques. Mais c'est plutôt avoir un fil conducteur de la façon dont vous allez parler de vous. Rester dans l'authentique et la vérité. Moi, je suis une grande fan de dire la vérité, même si des fois, c'est bien pas de la contourner, mais en tout cas, surtout pas mentir. Ça ne sert à rien, c'est vous desservir. C'est desservir le recruteur, l'entreprise et vous. Donc, ça ne marche pas. Mais ça va être l'entraînement, c'est comme tout, c'est comme une prise de parole en public en fait, c'est pas une compétence, c'est pas un métier, donc il va falloir que vous en fassiez, accepter d'être imparfait, accepter que parfois vous n'avez pas la réponse, ou vous avez une partie de réponse, ou parfois vous n'avez pas la compétence, ou c'est ok, il faut pas être parfait. Ce qui est insupportable pour le recruteur, c'est le candidat qui va être trop parfait. Celui qui va répondre la réponse parfaite à toutes les questions. En fait, ça ne nous permet pas d'évaluer. Ça ne nous permet pas de savoir qui vous êtes. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste savoir qui vous êtes. Est-ce que ça va réellement correspondre à ce que mon entreprise cherche ? C'est ça, moi, mon focus. C'est pas je t'aime pas, je te veux pas. C'est quel est le besoin de mon entreprise. C'est à ça que je me rattache. Dans mon objectivité, je suis obligée de me dire, est-ce que ça va vraiment correspondre au brief et aux besoins que j'ai fait de mon entreprise ? Donc du coup, si ça marche pas, c'est pas parce que t'es pas bien, t'es moins bien ou que je t'ai mis en comparaison. C'est juste que c'est toi qui correspondais le mieux sur le champ total des exigences et des critères aux besoins de l'entreprise. Comment on répond aux questions un peu pièges, un peu délicates ou genre pourquoi vous et pas un autre Ça, c'est toujours un peu la panique. Parce que je suis la meilleure. Je l'ai eu, ça. Pourquoi je suis la meilleure Est-ce que vous voyez dans 5 ans à votre place Et moi, j'ai eu. Et pourquoi pas Pourquoi pas moi J'ai dit, bon. Techniquement, un recruteur, quand il a une question, il a un objectif. Mais il y en a qui font une liste de répétitions de questions sans savoir pourquoi. La plus classique, c'est « donnez-moi un défaut ». Celle-là, je l'aime bien parce que on peut la poser. Pas de problème. Mais pourquoi je la pose ? Parce que la plupart du temps, je sais que j'ai déjà à avoir une qualité transformée en défaut. Je suis perfectionniste, je suis bureau de travail. Donc, des choses qui ne m'apportent rien, moi, en tant que recruteur, dans l'évaluation. Donc, du coup, c'est très difficile de pouvoir apporter
la réponse, quoi répondre à ce type de questions. Il faut imaginer aussi dans l'échange, en fonction de ce que vous avez perçu du recruteur, comment il est, là où il veut vous amener. Est-ce que c'est un recrutement rigide? Est-ce qu'il vient vous chercher sur le stress? Est-ce qu'il est un petit peu autoritaire? Est-ce qu'au contraire, il a une curiosité? Donc ce que vous sentez, vous allez aussi un peu deviner quel type de réponse vous pouvez apporter. Encore une fois, c'est pas l'idée d'avoir plein de panels de réponses, mais en tout cas... ça vous permet déjà de comprendre et d'être beaucoup plus à l'aise pour répondre aux questions. Il n'y a pas une bonne réponse. J'allais prendre l'exemple de cette question des défauts. Moi, je l'ai expérimenté parce que j'ai aimé à un moment donné, avant de me faire un avis, j'ai expérimenté tout plein de questions loufoques, impromptues, gênantes, déconcertantes. Et donc celle-ci, c'est la grande classique. Alors déjà, les gens qui recrutent sur des défauts, j'en connais pas beaucoup. Mais bon, parce que dans le fond, si vraiment je te pose la question, je veux une vérité. Je voudrais que tu me dises le défaut que tu as sur le poste. Mais personne ne le fait ça. Et là, je ne suis pas en train de vous dire de mentir, mais tu ne peux pas dire, si tu es recruté sur un poste de gestionnaire de paye, mon grand défaut, c'est que je ne suis pas rigoureuse. Là, tu tires une balle dans le pied, donc ce n'est pas possible. Parce qu'en plus de ça, toi, tu le vis peut-être comme un défaut, mais c'est peut-être un petit axe d'amélioration, ou en tout cas, tu es très exigeant sur la compétence, alors que ça passe sur le poste. Donc encore une fois, c'est très relatif. C'est vraiment très relatif, le défaut. Donc, dans la réalité, tu donnes jamais le défaut en lien avec le poste. Alors que c'est ce qui aurait uniquement du sens pour le recruteur. Moi, je l'ai posé cette question. Je me souviens d'un candidat qui me répond « Moi, je suis jaloux. » Merci. Qu'est-ce que j'en fais? Il est jaloux. Je suis très, très jaloux. OK. Mais en fait, tu te rends compte que cette question, pour moi, elle n'a aucun sens. Si je veux... une réponse honnête et qui me disent, qui me disent la vérité. Déjà, personne n'ose le faire parce que c'est trop engageant. Et puis moi, en tant que recruteur, qu'est-ce que ça m'apporte, honnêtement? Si je veux venir te chercher sur ta résistance au stress, sur ton auto-évaluation, ta capacité critique, je vais pas poser ce type de questions, en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Tu la poses, Victoria, la question? Non. Non, je suis pas trop dans les questions pièges. Pour moi, les entretiens, ça doit vraiment être des échanges. On n'est plus du tout sur une époque où il y a question-réponse, recruteur-candidat. On est deux personnes et au final, on est deux personnes en couche-culotte. Non, mais c'est vrai parce que souvent, on se met une grosse pression et c'est normal. J'ai eu aussi une grosse pression et même en tant que recruteur, j'ai eu des grosses pressions à prendre quelqu'un en entretien. Donc... je vois pas l'objectif de poser des questions qui va mettre mal à l'aise l'autre. Parfois, je pense qu'on peut, par certaines questions, rechercher quelques informations sur la personne. À part ça, je suis pas sûre que ce soit très utile. Donc voilà, c'est un échange, c'est un moment de rencontre. Il faut être soi, c'est tout. Ouais. Et même si, comme tu dis, maintenant, il n'y a plus vraiment de questions pièges. Si jamais il y a quand même une question, et on est face à une colle, en fait. On ne sait pas quoi répondre. Quelle est l'attitude à adopter? Est-ce qu'on est plutôt, on dit la vérité, là, je ne sais pas quoi vous répondre, ou est-ce qu'on essaie de trouver une réponse qui va plaire? Pour moi, il faut dire la vérité. La vérité. Ok, tout simplement. Franchement. Ouais. Tu ne tires pas trop une balle dans le pied quand même. Hein. C'est quoi cette question? Souvent, ce que je réponds quand les étudiants me disent, mais sur cette question toute pourrie du quel est votre défaut, parce que là, j'en viens d'en faire un blabla, mais une des réponses, c'est de partir sur une donnée technique. Je ne maîtrise pas bien le pack office. Vous allez sur un terrain technique où vous avez, alors pas un défaut, mais un axe d'amélioration en tout cas à avoir. Et là déjà, vous vous sortez un peu de la question, parce qu'elle existe réellement, la question du défaut. Après, pour les autres, quand elles sont inconfortables, vous avez le droit de ne pas répondre déjà. Hein. Et puis, quand vous n'avez pas la réponse, parce qu'il y a des questions qui sont mal formulées. Hein. Quelle est la dernière fois où? Moi, celle-ci, elle m'angoisse. Hein. Quelle est la dernière fois où là, tout de suite, je ne sais pas ce que j'ai mangé hier à midi. Donc, la dernière fois où, je ne sais pas. Alors que si je te demande, raconte-moi une fois où, c'est totalement différent. Donc selon aussi comment la question est posée, elle peut te mettre dans une difficulté. Et tu as le droit de dire, là, je sais pas. Mais est-ce que je peux vous donner une réponse ou une fois j'ai, par exemple? Vous pouvez aussi essayer de non pas de prendre sa place, mais en tout cas d'apporter un élément de réponse en venant un petit peu adapter finalement sa question dans votre compréhension. Et après, peut-être dire, est-ce que j'ai répondu à votre question?
Au moins, si on est complètement à côté de la plaque, bah, le recruteur, il peut reformuler. Et puis, sinon, c'était OK. Est-ce qu'il y a des pièges typiques dans lesquels tombent les candidats? Peut-être des choses à éviter auxquelles on ne pense pas? Alors, je ne parle pas des pièges, mais qui pour moi sont assez rédhibitoires. C'est tu arrives à la bourre. Je ne parle pas forcément de 5 minutes. Tu arrives vraiment à la bourre. Tu n'as pas de notes, tu n'es pas prêt. C'est plutôt des choses de ce type-là. Voilà, qui sont pas... Moi, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Un entretien en visio, elle avait mis sa caméra là, sur le front. Je lui ai demandé plusieurs fois, est-ce que vous pouvez baisser, que je puisse voir votre visage? Elle la baissait, puis à chaque fois, elle remontait. Donc, j'ai fait un entretien pendant 1 heure avec... Donc, il y a cette partie technique, il faut faire hyper gaffe, parce que ça peut vraiment se retourner contre vous, mais pour pas grand-chose. C'est qu'en fait, on va même pas avoir envie, des fois... Alors, on va le faire, mais ça peut vraiment venir poser un handicap sur votre entretien. Puis pareil, la posture en entretien ou autre, on ne vous demande pas de vous mettre en costard-cravate, hein, absolument pas, mais un minimum. J'ai déjà eu des personnes, du coup, en entretien visio, je voyais qu'ils étaient dans leur lit, quoi, limite avec un sweat et le téléphone, c'est pas très sérieux. Ouais. Être un minimum soigné, quoi. Voilà, habillé au moins. Et du coup, juste, ça c'est une question un peu juste drôle. Hein. C'est quoi le pire entretien que vous avez fait en visio? Vraiment la pire circonstance qu'avait l'étudiant? Moi, j'en ai pas mal aussi. Ouais. Alors moi, en visio, j'en ai pas beaucoup parce que je suis pas un recruteur qui s'est recruté en visio. Ok. Donc j'en ai fait parce que pas le choix, période Covid. Et puis oui, quand il habite à 800 km, on va pas prendre le train ou l'avion, surtout pour un first. Mais donc j'ai pas vraiment d'anecdote à part celle qui avait là sa caméra où je voyais son front. Mais donc je vais peut-être plutôt vous laisser répondre. Du coup, Candice. Mais alors, je sais pas si j'ai vraiment un entretien qui s'est super mal passé en visio, parce que pour le coup, je l'ai fait tous en visio de mon côté, des entretiens, parce que de notre côté, on recrute sur toute la France, et du coup, pareil, je vais pas prendre le train ou ni demander à la personne de prendre le train alors que ça se trouve 1 heure après, finalement, ça le fera pas. Donc, c'est une perte de temps pour tout le monde. Et la visio, finalement, c'est plutôt pratique aujourd'hui. Mais je pense que je vais plutôt raconter quelque chose de cool qui m'a plu, en tout cas, en entretien. C'est dans ma dernière entreprise. Je recrutais pour quelqu'un dans la pharma. Et c'est quelqu'un qui m'a montré des prototypes sur lesquels il avait pu travailler. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que la personne, du coup, ose me montrer des choses, prenne la place à me dire, attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. Voilà, j'ai trouvé ça super cool et ça l'a permis de la démarquer. Trop sympa. Voilà. L'audace. Exactement. Il faut prendre des initiatives pour se démarquer. C'est ça. Totalement. Moi, non, c'était pas vraiment un entretien horrible, mais c'était juste... je l'ai reçue elle avait son téléphone en guise de caméra et elle était aux toilettes. Donc, aux toilettes? Je suis restée comme ça et je lui ai juste dit on peut changer d'endroit. Elle m'a dit mais c'est là où je capte le mieux le wifi. Du coup, j'étais ok, déjà elle était pas sur les toilettes. Ah oui. Enfin, si, elle était sur son. Oui, mais elle faisait pas. Non, j'espère bien. J'espère bien. Et du coup, elle m'a dit c'est que dans. En fait, c'est trop gênant, mais c'était que dans les zones de toilettes et de la salle de bain où elle captait le mieux le wifi. Donc après, je lui ai juste demandé décaler, enfin au moins là. En fait, je voyais. Du coup, elle s'est juste décalée vers la salle de bain. En plus, voilà. Elle avait pas mis les filtres arrière, non. Sur son téléphone, je sais pas si ça fonctionnait bien. Wow. Du coup, après, elle s'est juste mis après, au niveau si elle de avait sa pas le salle choix, de bain. Et je voyais son grand rideau, en fait. Ouais. C'était mieux que le toilette. Mais heureusement qu'elle m'a donné cette raison du Wi-Fi, parce que je me suis dit, elle se fout de moi. Et elle est sur les toilettes, quand même. Mais du coup, voilà. Moi, j'ai déjà fait un entretien dans ma voiture. J'étais en visio ? Ouais, en visio. Et j'étais à mon ancienne alternance, donc c'était un entretien pour une future alternance. Et il y avait... Parce que moi, j'aime pas qu'on m'entende, en fait, quand je passe un entretien. Et donc, dans les locaux du bureau, il n'y avait pas de bureau dispo. Donc, j'étais dans ma voiture, mais ça va. Le recruteur, il avait l'air d'être OK avec ça. Ça ne l'a pas trop dérangé. Puis ça va, j'ai été pro. Donc... Ok. Ouais, c'est vrai que... Comme ça aussi. Bah ouais.
Puis il m'a rappelé, donc au final, ça va. Il a bien aimé ta voiture. Gestion du stress, on n'en a pas beaucoup parlé finalement. Est-ce que vous avez des petits tips pour gérer son stress déjà avant? Parce qu'on a tendance à beaucoup stresser avant le jour J. Et puis aussi devant le recruteur. Parce que le stress, ça monte vite. Donc, Après, il y a des stress qui sont positifs. Hein. Quand vous êtes très motivé, que vous voulez le poste, vous êtes stressé. Et ça, c'est très bien. Hein. Si vous ne l'êtes pas, cherchez pas à trop vous détendre. Donc, il faut déjà arriver à analyser votre stress. Souvent, c'est qu'il y a de l'enjeu. Ou alors, c'est que le stress, c'est parce que, voilà, on se retrouve en situation de jugement. En fait, c'est ça le ressenti profond. C'est qu'on n'est pas évalué, on n'est pas dans l'échange, on se sent jugé. Et derrière ça, le jugement, c'est je t'aime ou je t'aime pas. Hein. C'est ce qu'on a tous du mal à gérer. C'est qu'on vient nous dire je t'ai pas retenu parce que je t'aime pas. En fait, c'est au bout du bout, c'est ça la problématique du stress en entretien. C'est que l'autre va venir porter un jugement. C'est pas du tout ce qui se passe, hein, mais je fais vraiment une image à ce qu'on ressent. Et donc, il faut arriver à se dissocier de ça, il faut se détacher de ça. Déjà, ta vie ne se joue pas. Hein. Secondo, si t'es pas retenu, c'est parce que tu matches pas. On n'est pas en train de remettre ta valeur en cause. Donc, il faut en fait revenir et travailler sur sa valeur, sur sa valorisation. Et bien évidemment, les personnes qui ont une confiance un peu plus assise, un peu plus travaillée, il y a moins de stress, ou en tout cas, il est mieux géré. Il va falloir 2-3 exercices de respiration. On y va, on se remet dans l'idée et on improvise. Mais quand on a plus de travail à faire sur la confiance en soi, d'ailleurs c'est un travail qu'on peut faire que tout seul, hein, du coup ça vient générer forcément du stress parce que je ne sais pas ce que je vais répondre à cette question, je ne sais pas ce qu'il va penser de moi, et on est combien, et là vous avez le champ des possibles, donc le petit vélo qui se met en route, et donc qui vient vraiment vous alimenter ce stress-là. Donc on prend du recul, on s'entraîne, je reviens toujours à l'idée de plus vous vous entraînez. Il n'y a pas besoin alors, des entraînements avec des vrais recruteurs, c'est bien, mais dans le miroir. Hein, dans le miroir, vous vous enregistrez en vidéo pour vous voir, en fait. Quand vous vous voyez, déjà, ça aide en vous disant ah ouais, je m'en sors bien, c'est plutôt pas mal. Donc, ça stoppe l'imaginaire de j'y arrive pas, je gère pas mon non-verbal, je sais pas quoi dire. Donc, l'entraînement... pour moi, la respiration, juste avant, hein, au moment où j'ouvre la porte, c'est la clé. Vraiment, ça vient poser, ça vient vous ancrer, et là, on y va. Accepter, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus sur quelle question, mais qu'on n'est pas parfait, vraiment. Et puis que ce n'est pas notre métier. Donc, vraiment, cette notion de relativiser, on va faire de notre mieux. On va apporter les réponses justes, et puis ça va peut-être matcher ou pas. Parfois, c'est vous qui vous dites, mais en fait, c'est moi qui ne veux pas du tout, là. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire qu'avant de rentrer, on est tellement toujours dans cette posture de c'est l'autre qui va m'évaluer et me choisir, alors qu'aujourd'hui, non. Comme le disait Victoria, on est vraiment dans un échange. On parle même de certains entretiens qui sont inversés maintenant. Hein. Alors ça, c'est encore une autre problématique. Mais voilà, gérer son stress, c'est d'abord un travail personnel où il faut que vous preniez le sujet et que vous trouviez par aussi des petites choses du tous les jours. Comment je peux me faire confiance, trouver ma valeur. Et une fois que ça, vous l'avez, et derrière, ce stress, il est moindre. Et puis derrière, vous devinez bien que quand on arrive sur la question de la négo de salaire, c'est tellement là, c'est tellement évident que ça tient la route. Donc il y a vraiment tout un travail qui peut partir de je vais éviter le stress ou l'amoindrir, mais qui est en lien avec la confiance en soi, qu'on n'apprend pas assez à l'école en fait, à aucun moment donné. Alors que c'est ce qui peut faire la différence pour pas être malade avant un entretien, arriver droit dans les yeux, dire moi je veux 48 et pas moins. Toutes ces choses-là, c'est très en lien avec la confiance en soi. La clé, c'est la préparation. Et après, je pense que le recruteur a un vrai rôle à jouer aussi dans ce moment. Parfois, on ressent certaines personnes qui sont stressées ou quoi, et c'est naturel et c'est pas grave. Et du coup, je pense que c'est à nous aussi de mettre la personne en confiance, de la détendre. Et voilà. Mon entretien d'alternance, le recruteur m'a dit que j'étais stressée et ça m'a encore plus stressée. C'est quelque chose à ne pas faire. Donc voilà, alors que c'était du coup le deuxième entretien pour cette entreprise et le premier s'était extrêmement bien passé. La personne m'avait mis à l'aise et en fait, c'était la même entreprise pour le même poste
Et au final, il y a eu un écart fou. Donc, le recruteur a un vrai rôle à jouer là-dedans. Ouais. Et puis, ce que vous pouvez vous dire en tant que candidat, c'est que son objectif, c'est de vous évaluer. Et donc, pour vous évaluer, il faut que vous soyez vous-même. S'il vous laisse dans un état de stress ou dans une tension maximale, il ne va rien obtenir de vous. Il le sait. Si tu laisses quelqu'un dans un état de stress, il va te répondre de façon très fermée. Il ne va pas avoir envie de parler de lui. Alors que toi, en tant que recruteur, ce que tu veux, c'est qu'il y ait cet échange qui te raconte des choses sur qui il est pour que tu sois en capacité d'avoir les éléments d'évaluation. Donc, il n'a aucun intérêt à te laisser dans un état de stress. Enfin, moi, j'ai jamais compris ce recruteur, ou alors c'est qu'il y a un autre souci derrière, mais il a tout intérêt à vous mettre dans une ambiance et vous mettre à l'aise. Donc déjà, en rentrant dans la pièce, en vous disant, oui, c'est ça l'objectif commun. C'est le sien, mais c'est le vôtre, de passer un moment d'échange où vous apprenez des choses les uns des autres. C'est comme on l'a dit, c'est vraiment un échange. Donc le stress, il vient spoiler les choses. Donc votre recruteur, en effet, ça fait partie des choses qu'on apprend, mais comment est-ce que j'aide mon candidat et je le fais redescendre sur la pression, parce que ça n'a pas du tout d'intérêt de le laisser dans cet état de stress. Mais justement, ça fait penser à une autre question. Si, là où vous parlez du recruteur, il a aussi un impact à jouer. Ça se dit, ça ? Pardon. Mais si, en fait, on a un entretien et le recruteur en face, il a un ego surdimensionné, est-ce que... comment on peut réagir? Est-ce que même c'est OK de dire, en fait, là, pour moi, l'entretien, il n'a pas de sens, je préfère mettre un terme? Alors, en fait, c'est qui il est. Est-ce que c'est ton futur manager? Oui, ça n'a pas de sens, tu t'en vas. Si c'est le cabinet de recrutement, si c'est l'opérationnel, ça dépend qui il est. Okay. Tu ne vas pas organiser... Enfin, en tout cas, ça, c'est un avis très personnel. Je serais capable de me mettre en effet miroir si... j'ai besoin de passer cet entretien pour la suite parce que c'est pas du tout lui avec qui je vais travailler. Si par contre c'est quelqu'un qui va être dans mon équipe ou même mon chef et que du coup en termes de perso il est condescendant, poliment, j'irai jusqu'au bout, mais par contre je me forcerai pas sur les réponses. Ok. Donc ça dépend de la personne. Ça dépend de l'enjeu, okay. Ouais. Ok. Moi je la voyais pas comme ça. Ok. Oui, et puis donc au final peut-être. Poliment, comme tu viens de le dire, finir l'entretien. Et c'est là qu'intervient le après-entretien. Est-ce que c'est à ce moment-là on envoie un mail en disant... parce que moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'envoyer un mail avant d'avoir été recontactée en disant finalement, je ne suis plus intéressée. C'est très bien. Ça se fait. Bien sûr. C'est très honnête. Tout comme tu peux aussi envoyer un autre mail en disant j'ai adoré et tu reviens sur les éléments principaux. Les mots-clés les plus échangés, pas un pavé de 12 pages, mais un petit mail pour dire que, que tu remontes ta motivation et tu es toujours là dans le processus, tu le rappelles aussi. Ça, c'est pas le double effet qui se coule, mais en tout cas, tu viens de dire que vraiment, tu as une motivation plus et que maintenant, tu attends le retour du recruteur. Au bout de combien de temps on relance ? Ça dépend du processus qui t'a été proposé. S'il dit faut que ça commence lundi, vous avez une réponse de ma part dans 48 heures, tu vas pas le relancer. S'il dit c'est pour un démarrage dans 8 mois, toi, tu peux poser la question aussi. Vous m'avez présenté le processus, normalement, ils le font. Hein. Voilà comment ça va se passer pour la suite. S'ils le font pas, c'est bien de le demander. Et puis de dire à quel moment donné, je peux revenir vers vous. Pourquoi pas ? Et du coup, j'avais une question sur la fin de l'entretien. Est-ce que c'est bien de poser des questions ? Est-ce qu'on peut demander à visiter les locaux, des choses comme ça ? Il faut poser des questions. Ah oui, j'allais même dire que c'est incontournable. Hein. Même quand vous n'avez pas de questions, forcez-vous à trouver une question. Parce que pendant le 45 minutes ou l'heure, c'est souvent ce que dure un entretien, le recruteur n'a pas pu tout vous dire. C'est impossible. Vous n'avez pas forcément déjà tout retenu, vous n'avez pas la précision, donc il faut obligatoirement, même si ça ne vient pas spontanément, soit revenir sur un point et demander un détail, soit partir sur autre chose, comment ça fonctionne la formation, quelle peut être mon évolution, comment est-ce que vous allez m'évaluer, les personnes avec qui je vais travailler, enfin ça peut être plein de questions, mais il faut qu'il y en ait. La pire des choses, c'est « j'en ai pas ». Ça, c'est contre-productif sur la motivation, c'est que vous vous en foutez. Enfin, voilà. Donc, quelle que soit la question, il y a celle qui vraiment
sont déjà écrites quand vous avez préparé votre entretien. Il y a celles qui viennent réellement parce qu'il y a une curiosité ou besoin de savoir, ou il manque une info. Hein. Le grand classique, c'est quand même de ne pas parler d'argent. Ou le recruteur, dans une de ces techniques, ça peut être aussi de ne pas en parler pour vous amener à le faire. Oui. Et du coup, oui, la solution, c'est déjà de les préparer en amont. Parce que parfois, même si on est stressé ou quoi, on peut peut-être ne pas avoir d'idées sur le moment même. Donc, il faut les préparer. Il y aura forcément des questions que le recruteur va répondre spontanément sans que vous les posiez. Et puis après, par curiosité, comme dit Amandine, vous allez avoir des idées ou autres. Et puis au pire, ce sera la rémunération. Et la visite des locaux, ça se fait aussi. Oui. Bon. Je vois pas trop l'interprétation que pourrait avoir le recruteur. C'est soit il a le temps, il vous dit oui. Est-ce que c'est une question qui vient marquer des points ou au contraire? J'ai pas trop d'avis. Mais oui, s'il reste un petit temps, ça peut être intéressant. Puis selon l'endroit où vous êtes aussi pour passer l'entretien, ça peut être super intéressant d'aller visiter. Donc oui, faut pas hésiter. Au pire, vous avez un nom. Hein, donc c'est comme à chaque fois. Hein. Au pire, ça change rien. Voilà. Donc c'est arrivé là naturellement dans notre conversation. Mais du coup, évidemment, moi étant en dernière année, je sais que c'est l'une des questions que se posent sûrement le plus les étudiants qui vont devoir négocier leur salaire ou même autre chose, négocier des termes du contrat, des avantages, autres, etc. Mais comment est-ce qu'on négocie quand on est face au recruteur et quand on le fait? Peut-être pas au premier entretien. Est-ce qu'on attend? Quand et comment? Alors non, on négocie pas au premier entretien. On parle d'argent même en précal pour savoir si ça a de l'intérêt qu'on se rencontre. Hein. Si moi, j'irai pas plus de 40 et que vous voulez 80, ça sert à rien qu'on se fasse du mal. Mais la pure négo, elle arrive sur le final. Elle arrive en shortlist. Tu veux peut-être... Je pense déjà il faut s'intéresser au marché du travail, à ce qui se fait pour pas déjà proposer en tant que candidat quelque chose complètement hors scope, autant trop haut mais trop bas aussi. Et donc je pense que c'est important, ça on peut regarder sur les différentes offres d'emploi parce que parfois les recruteurs mettent les fourchettes de rémunération. Il y a l'APEC aussi, qui permet parfois de statuer à peu près, selon nos expériences, etc., la fourchette de rémunération qu'on peut demander. Et puis après, alors ça c'est peut-être personnel, mais pour ma part, je demanderais toujours un petit peu plus que ce que je veux vraiment pour me laisser une marge de négociation. Oui, dans la même façon que vous allez chercher les infos sur l'entreprise, sur le recruteur, il faut aller chercher de l'info sur ce chiffre-là. Est-ce que je suis sur un remplacement? Combien gagnait la personne? Quelle est la politique de REM? Alors vous allez me dire, c'est des questions super dures, mais ça prend un peu de temps. Il faut aller fouiller sur Internet. Il faut se mettre en lien avec des gens qui sont dans l'entreprise. Il y a des sites comme Glassdoor qui donnent plein d'infos sur les rémunérations. Il faut passer des coups de fil. Il ne faut pas hésiter. Moi, ça m'est arrivé d'appeler des candidats sur la PEC pour avoir de l'info. Il faut que vous ayez quand même une vision de cette entreprise. Voilà sa politique de rémunération. Donc, du coup, est-ce que je suis déconnant ou pas? Voilà comment voilà la REM sur le poste auquel je postule. Donc, et en plus de ça, quand il n'y a pas tellement ces infos, parce que c'est une création de poste ou qu'on est sur un marché, on ne trouve pas l'info, c'est sur le métier, là, sur mon bassin géographique, qu'est-ce que ça représente? Et donc, comme dit Victoria, il faut aller chercher des infos sur tous les différents sites, échanger, discuter, pour avoir un à peu près. D'accord. En fait, la négo, c'est d'éviter les extrêmes dans les deux sens. Parce que souvent, vous, quand vous sortez d'école, vous allez dire « ma fourchette, c'est entre 25 et 35 ». Moi, j'entends que 25. Donc, non, ne soyez pas trop bas, ne pas se sous-estimer. C'est trouver ce juste qui est difficile. Et donc, comme dit Victoria, on va aller taper forcément un tout petit peu plus haut. De toute façon, le recruteur, il le sait, hein, il fait la même chose. Il fait la même chose de son côté. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a, je chope le maximum d'infos sur le poste. Je comprends l'approche de rémunération de l'entreprise, d'accord ?
quitte à les rencontrer, à faire un truc qui marche très bien, c'est « Bonjour, je suis en dernière année, je fais un mémoire, j'ai des questions à poser. » Et là, vous chopez plein d'infos sur la boîte. Et puis, c'est surtout, qu'est-ce que vous voulez ? La première question, je pense qu'autour de la table, on n'a pas déjà les mêmes besoins, on n'a pas la même envie. Donc, si vous, c'est OK, vous vous levez tous les matins et vous allez adorer votre taf parce que c'est du 2005, c'est OK. Si vous avez besoin de 5000, du coup, c'est OK aussi. Mais par contre, il faudra faire d'autres choix. Vous n'allez pas postuler dans n'importe quel type d'entreprise, sur n'importe quel secteur. Peut-être même qu'il va falloir que vous partiez. Alors là, on est à Lyon, mais moi, c'est ce que je réponds aux étudiants qui me disent « Moi, je veux minimum 5000 en sortant de diplôme. » Mais oui, par contre... Suisse, États-Unis, il va falloir envisager le truc un peu différemment. C'est pas impossible. Il faut être adapté et être lucide de son secteur et de là où on postule géographiquement parlant. Géographiquement parlant, ça a de l'importance. Saint-Étienne et Lyon, il y a déjà, ne serait-ce que là, une différence qui s'amoindrit, mais par contre qui est là. Alors que vous sortez d'un master équivalent et qu'il y a des chiffres, je finirai par ça, c'est que oui, l'école nous donne des chiffres de le médian en sortie d'école, que je prends encore une fois avec des pincettes, parce que c'est comme tous les chiffres, on ne sait pas quel a été le nombre de personnes qui ont répondu, l'échantillon de réponse. Donc du coup, s'il y en a 4 qui ont répondu, il y en a 500, ça ne donne pas la même moyenne. Donc il faut avoir cet à peu près, mais il ne faut pas non plus s'en cantonner. Il ne faut pas se dire, c'est 30, l'annonce c'est 32, du coup je me mets à 31. Non, si vous voulez 34, c'est 34. Il faut y aller. Et on revient après à dire que si c'est vraiment évident pour vous, parce que c'est en lien avec vos compétences, avec ce que vous voulez et en lien avec votre valeur, quand on parle d'argent, c'est ça, c'est la valeur que je mets sur les choses. Donc là, sur moi, parce que c'est moi dont il s'agit. Si c'est vraiment aligné avec ça, quand vous en parlez en entretien, en fait, il n'y a pas tellement de débat. C'est que le recruteur, il le sent. Il le sent. Il n'y a aucune possibilité. On va venir titiller, mais on sait que ça ne va pas vraiment bouger. Quand c'est aberrant, oui. Quand vous me demandez 60, un jeune deep, là, c'est aberrant. Donc, du coup, tu réponds. Mais ton recruteur, il n'est pas forcé de venir te chercher si ton chiffre, il a du sens, s'il est en lien. La meilleure des choses, c'est quand même que vous, en tant que candidat, vous obteniez l'information de sa part. Quel est le budget que vous allouez sur ce... Le budget, c'est bien. Ça ne veut pas dire la rémunération. Si vous allez chercher sur le budget, ça veut dire que derrière, si le brut, je ne peux pas le négocier plus, je sais qu'il me reste du budget, donc je vais aller taper sur du variable, du RTT, plein de choses. Donc, c'est quand même bien d'arriver à avoir l'information, soit en amont dans vos recherches, soit directement en front avec votre recruteur. Mais s'il a l'habitude, il va vous renvoyer la question, et vous voulez combien ? Enfin, c'est sans fin. Mais voilà vos objectifs, et en tout cas, être très au fait. Si vous n'êtes pas sûr de mériter un 2005, ne le demandez pas. On viendra vous chercher bien plus bas. Parce qu'en face, le recruteur, oui, son job de tous les jours, c'est négocier avec vous. Enfin, c'est négocier avec des candidats. Donc, il est surentraîné, lui. Donc ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas se dire, je vais être au niveau. Mais par contre, il faut quand même que j'arrive et que je me fasse entendre. Parce que vous n'êtes pas bénévole, Personne, sauf si on recrute dans les associations, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que vraiment vous soyez au clair avec ça. Et plus vous serez OK, plus vous aurez de la capacité à l'argumenter. Parce que peut-être qu'il y aura cette objection de dire, mais pourquoi autant ? Et là, vous rappelez l'ensemble des besoins, l'ensemble des mots-clés, des compétences techniques, surtout du soft skills en lien avec vous. Dès l'instant que vous faites matcher ça, à chaque fois, c'est la meilleure façon de s'en sortir. C'est que regardez, vous cherchez ça, je suis ça. Donc du coup, je demande ça. Et après, tout s'aligne et tout devient évident. Et encore une fois, ça demande de l'entraînement. Entraînez-vous avec un copain chiant. Moi, c'est souvent ce que je dis. Un pote chiant qui titille, qui pose des questions, ou qui vient chercher, ou qui viendra vous dire « mais non ». Et comme ça vient vous challenger et ça vient vraiment asseoir le fait que voilà, je veux ça et je sais pourquoi je le demande. Victoria, toi, tu l'as vécu, cette étape un peu de négociation. Comment t'as fait ? Est-ce que c'est pas trop compliqué ? Je l'ai vécu à 2 moments, avec mon entreprise d'alternance qui m'ont fait une proposition et je leur ai dit non directement parce que j'ai trouvé ça fou de me proposer cette rémunération-là alors que j'étais là depuis 3 ans et que je me suis donnée comme jamais pendant 3 ans. Et donc là, très clairement, vu que c'était pas... j'ai trouvé ça tellement ahurissant que j'ai eu aucun problème à dire non. Et j'ai même dit peut-être que pour une autre entreprise, à cette rémunération, je dirais OK.
Mais là, non. Et du coup, la conversation s'est arrêtée là. Mais c'est pas grave, j'avais aucun problème là-dessus. Et ma deuxième entreprise, celle où je suis actuellement, là, il y a eu de la négociation. Et donc, ça s'est passé direct au premier entretien. Ils m'ont demandé mes souhaits de rémunération. Donc, j'ai donné un montant et ils m'ont dit qu'on en reparlerait au fur et à mesure des échanges. Et c'est ensuite, après, à la fin du processus, du coup, à la phase finale, où on en a rediscuté. Et au final, on a réussi à couper la poire en deux. Et donc, j'étais satisfaite parce qu'au final, si on n'est pas satisfait de sa rémunération, et attention, la rémunération, ça comprend bien sûr le salaire qu'on a tous les mois, mais ça comprend aussi tous les variables qu'il y a à côté. Si on n'est pas en tout cas satisfait de ça, ça va durer, mais un temps. Et au final, on ne sera pas aussi motivé, on ne sera pas autant engagé dans son poste, dans l'entreprise, dans les équipes, que si on était content de tous les mois à la fin, ce qu'on va toucher. Donc les variables, ça se négocie aussi, tous les avantages qu'il y a à côté. Après, il y a des recruteurs RH qui sont pour ou contre, hein, c'est comme tout, mais c'est comme les différents avis d'un recruteur sur les questions du CV, etc. Moi, je suis une grande fan de la négo autour d'autres choses que le brut. Le brut, à un moment donné, c'est un levier sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, le variable, mais allez-y, bien sûr. Il y a quand même moins de prise de risque. Vous allez réussir à peut-être le convaincre, ce recruteur, que ok, je suis pas bien ok sur le brut, mais derrière, si vous me demandez, puis tout peut avoir un objectif, hein, quantitatif, qualitatif. Donc derrière, tout peut amener à une rémunération sur variable. Mais j'allais dire, il y a ce terrain-là qui est hyper intéressant, sur lequel on peut trouver satisfaction, hein. Mais il y a aussi négocier les jours de RTT, négocier le télétravail, des voitures dans l'absolu quand ça a de l'intérêt pour vous. Il y a plein de choses qu'on peut venir négocier à côté. Mais le plus important, c'est d'avoir le sentiment de satisfaction. Le pire, c'est, pour l'instant, on commence comme ça. Dans 6 mois, ça, c'est du bullshit. C'est pas possible. Personne ne prend 15% d'augmente en un an. Personne ne rajoute 500 à sa REM au bout de 6 mois. Non, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est vous faire piéger dans la négo. Ok. Et donc, cette négo, elle intervient avant la contractualisation finale, en fait. Faut vraiment avoir connaissance de tout ça avant de se lancer dans le grand bain, quoi. Si être d'accord, c'était ok. Direct. Avec tout. Tu peux pas amener le contrat et dire en fait j'ai pas tout dit. Tu peux essayer. Après, il y a une chose qui est importante, c'est qu'au moment où ton recruteur il négocie avec toi, qu'en gros il te veut, j'aime pas trop dire ça, mais c'est que c'est déjà très très engagé. Donc c'est qu'on a envie d'avancer ensemble. Tu négocies avec quoi? 2-3 candidats? Je dirais grand max. Moi des fois ça m'est arrivé de négocier qu'avec un seul. Quand tu sais que c'est lui, tu négocies qu'avec un seul. Donc déjà le candidat, faut aussi qu'il se dise attends, si on rentre dans le terrain de la négo, c'est que je suis plus ou moins bien validée. Donc c'est là qu'il faut y aller. Ouais. Et ça se fait avant... le papier, la signature du contrat, c'est officialisé, hein, ce sur quoi on s'est mis d'accord. REM, date de démarrage, contenu du poste et les clauses. Vous pouvez aussi négocier des clauses. Clause de période d'essai, non-concurrence, de mobilité, tout ce qui vient exister dans le contrat. Si ça ne vous plaît pas et si vous n'avez pas été satisfait sur le brut, vous pouvez très bien la négocier. Pourquoi pas? Je me dis, il faut être sûr de quoi on parle, quoi. Ouais. Il faut bien se renseigner, prendre son temps pour pas aller trop vite. Ça t'est déjà arrivé de négocier des choses? Non, déjà, moi, on m'a toujours dit en alternance, tu négocies pas. Tu négocies pas? Parce que déjà, il y a une grille salariale et puis, normalement, les primes, c'est interdit. Mais même le salaire, même en alternance, on peut le négocier. Moi, on m'a toujours dit non, tu vois. Donc, moi, j'ai jamais fait. Ça se fait pas trop. Ça s'observe pas trop, mais rien n'est impossible, bien sûr que si. Tu pourrais dans l'absolu. Il y a des minimums légaux, mais... C'est juste le minimum légal. Oui. Non, moi, ça m'est déjà arrivé... parce que moi, j'acceptais pas d'être payée moins que ce que j'étais payée avant. Et ayant commencé dans une grosse boîte où j'étais payée plus que le minimum légal, moi j'ai toujours appliqué, j'ai changé 3 voies d'alternance.
j'ai toujours appliqué le fait d'être payée toujours à minima ce que j'étais payée avant et ce qui était au-dessus des grilles. Alors, j'ai jamais eu à vraiment négocier, en fait. J'ai envoyé un mail qui attestait, qui disait... Enfin, je sais que j'ai demandé conseil à ma CF qui m'a dit... Je lui ai dit à qui j'adresse cette demande de salaire parce que je ne savais pas comment le faire, etc. Et elle m'a dit, tu le dis au RH de l'entreprise. Donc, je l'ai fait. Et pour le coup, j'ai peut-être eu de la chance. Il m'a répondu, OK, on se fixe là-dessus. Voilà. Donc, je pense que même en alternance, il ne faut pas se contenter. Enfin, il faut tenter, en tout cas, d'avoir ce qu'on veut. Le même principe pour tout. Si vous ne demandez pas, vous n'avez rien. C'est comme la revalorisation de salaire, c'est comme tout. Hein. On vient servir que celui qui demande. Forcément, je ne connais pas le manager qui vient dire « Tiens, au fait, je te fais une augmentation. Tu m'as rien demandé, mais là, voilà. » Non. Et c'est pareil en égo. Sans être dans un excès, il faut venir demander, essayer. C'est comme ça que vous obtiendrez les choses. Ouais. Et puis, très honnêtement, le recruteur, quand même, son moment qu'il aime bien, c'est cette partie-là. Hein. Enfin, je ne sais pas toi, mais... La partie négo, elle est intéressante parce qu'elle est challengeante, parce que même parfois, en tant que recruteur, tu as des objections auxquelles tu n'es pas prêt. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose qui vient dynamiser un peu je te pose des questions, je t'évalue, je te fais passer les tests. Donc, c'est une partie qu'il aime bien souvent. Voilà. Donc, allez-y. Et puis, encore une fois, ça montre un côté de la personnalité du candidat. Bien sûr. Et puis ça appuie la motivation aussi. Ah, évidemment. Bien sûr. Surtout si tu viens prouver par A plus B que tu mérites ça. Complètement. Puis il y a des profils, très clairement, s'ils ne négocient pas, ils ne sont pas sélectionnés. Hein. Quand ça fait partie d'une des compétences que tu recherches, sans en citer, mais vous voyez bien quel type de poste je parle, mais s'il ne vient pas négocier, c'est pas mettre des points. Ouais. Très bien. Eh bien, on a quand même bien fait le tour. Ça nous a quand même bien aidé, apporté pas mal de réponses. C'est l'heure du jeu. C'est l'heure du jeu. Donc, nous allons faire un principe de Fast and Curious, ce que vous connaissez. Ouais. Oui. On va vous proposer du coup 2 choses et vous allez devoir dire ce que vous préférez. Donc vraiment instinctivement, c'est de la spontanéité, c'est de l'audace. Ok. Le terme de ce podcast, c'est l'audace. Ça. Exactement. Eh bien, je démarre, si tu veux bien, Louison. Donc, vous répondez chacune. Ok. Et puis, on enchaîne. Voilà. Ok, c'est parti. Vitesse, précipitation. Audace. Allez, donc, entretien en visio ou entretien physique? Physique. Visio. Jean chemise ou costard cravate? Jean chemise. Ah, on n'a pas le même discours. CV avec photo ou sans photo? Avec. Ok. Lettre de motivation ou pas de lettre de motivation? Pas de lettre de motivation. Apprendre son pitch par cœur ou improviser? Improviser. Accepter la première offre ou négocier? Négocier. Je m'en doutais. Mettre ses soft skills en avant ou ses expériences pro? Les deux? Les deux, ouais. Mais ne pas oublier ses soft skills. Et sur le CV ou en entretien? Je sais pas. En entretien. Ouais, les deux, je sais pas. Postuler à tout ou être très sélectif? Être sélectif. Trop parler ou ne pas assez parler? Trop parler. Ouais, trop parler. Dire qu'on ne connaît pas la réponse ou essayer de broder? Dire qu'on ne connaît pas la réponse. On connaît pas, ouais. Prendre des notes en entretien ou ne rien écrire? Prendre des notes. Team K ou... Team T ou Kim... Je vais y arriver. Team T ou Team Café? Café. Parler en public devant 500 personnes ou faire un blind test sur un karaoké foireux? Parler devant 500 personnes. Moi aussi. Fou rire en plein entretien ou trou noir total? Faut rire en Faut plein rire. entretien. En plein entretien. Ok. C'est tout pour nous. Ça va, il y avait des réponses similaires Ouais. et puis d'autres un peu moins. En tout cas, j'ai bien aimé parce que jean chemise, tout à l'heure, t'en as parlé, Victoria. C'est vrai qu'Amandine, t'as pas rebondi. Et finalement... Et oui, mais parce que je pense que là, il y a une forme de déformation professionnelle. En fonction de... Moi, les profils que j'ai toujours recrutés, c'était costard-cravate. Et
Spontanément, voilà ma réponse. Okay. Après, aujourd'hui, si tu me demandes de recruter un autre type de profil, j'aurais forcément peut-être d'autres exigences et je répondrais que jean basket, ça va bien. Mais j'ai toujours vu du costard-cravate, donc spontanément, c'est ça qui me vient. Et si moi, je vais en entretien, j'avoue que limite, je mets des talons. Pareil, c'est... Est-ce que c'est générationnel ? J'en sais rien, il y a peut-être ça aussi. Peut-être, ça doit jouer. Je me rendrai pas en entretien en talons. Ah ouais, bah alors que moi... Parce que tous les autres jours de l'année, je vais venir en basket. Donc je vais me mettre des baskets pour l'entretien. Ouais, alors que moi, je bien. viendrai pas en basket tout le reste de l'année. Tu vois, je pense qu'il y a un truc... Je me sens vieille, du coup. Bon, nickel. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous. Merci pour l'invitation et pour le moment. Mais merci. Moment très agréable. Pour finir, en beauté, on vous avait demandé une petite recommandation culturelle. Ça peut être quoi que ce soit. Je vous laisse la parole. Ouais. Alors, en lien un peu avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est un livre qui m'a marqué, c'est Les 3 kiffs par jour de Florence Servin-Schreiber, et où en fait elle a fait toute une analyse scientifique qui dit que si on a une pensée positive, du coup on voit le monde comme au pays des bisounours, c'est une chose, mais c'est surtout que ça vient alimenter notre confiance en nous. Et ce livre, quand tu l'expérimentes, parce qu'au-delà de le lire, je l'ai vraiment expérimenté, et vraiment il amène dans le regard positif du monde et donc une méga confiance en soi. Et c'est un livre facile à lire, et puis l'exercice de 3 kiffs par jour, au début ça peut être dur, mais après ça vient tout seul. Et vraiment c'est un processus où c'est comme si on reprogrammait un peu notre mental, et ça a des résultats en tout cas positifs. Donc ce livre m'a marqué en lien avec la confiance en soi, la gestion du stress, etc. Et puis si c'était un autre sujet un peu plus perso, un dernier livre qui m'a vraiment bousculée, mais qui aussi vient travailler la confiance en soi, c'est « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». En gros, t'inquiète pas, ce qui est fait pour toi, si ça passe, c'est que c'était fait pour. Si ça passe pas, c'est que c'était fait pour aussi. Donc, relativité à fond, et donc, encore une fois, confiance aussi dans nos projets et nos choix. Voilà. On va noter. Pour ma part, c'est une reco personnelle, pour le coup, qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. C'est le livre « Il est grand temps de rallumer les étoiles » de Virginie Grimaldi. C'est un livre qui, sans tout dire parce qu'il faut le lire, mais c'est un livre qui raconte l'histoire d'une femme qui a 2 filles et qui se retrouve seule pour les élever et qui... par les choses de la vie, tout simplement, va avoir certaines difficultés à subvenir à ses besoins et surtout à gérer ses enfants seule. Et je trouve que c'est une super histoire, une belle leçon de vie aussi. Et parfois, quand on se retrouve un peu parfois au pied du mur, dans des situations délicates comme celle-ci, eh bien, on peut faire des choses que on n'aurait peut-être pas imaginé, et du coup ça reprend un peu le mot audace, faut y aller parce que finalement l'histoire sera toujours plus belle. Toujours ce mot. Bon, évidemment on vous remettra les titres et les informations en description pour y avoir accès facilement. Écoutez, je pense qu'on est sur la fin de ce podcast. Donc, en tout cas, on vous remercie à nouveau chaleureusement, sincèrement pour votre participation, pour avoir répondu à toutes ces questions. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ? Peut-être vous avez un LinkedIn à nous partager. Les coordonnées les plus mal chaussées. Si, j'ai un LinkedIn. Du coup, est-ce que c'est mon nom et mon prénom possible? Non, si, moi, c'est mon nom et mon prénom aussi. Mon prénom et mon nom. Sur LinkedIn. Mais je suis facilement trouvable sur LinkedIn. Ouais. Donc, Amandine Claire et Victoria Romer. Tout à fait. Parfait. De toute façon, on mettra en lien à nouveau si également. Eh bien, écoutez, merci encore une fois. Merci également à nos auditeurs pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le podcast, à activer la cloche. Et puis, on vous dit à la prochaine pour le nouvel épisode de Ça dit quoi. Ciao.